j'avais une vision de la mode qui était celle du diable s'habillé en Prada. Je Ah me ouais. disais, j'adore le vêtement, j'aime bien les pièces, les belles pièces, mais j'aime pas l'industrie de la mode comme elle est faite, cette espèce d'obsolescence programmée qu'on retrouve dans la consommation en général. Nouveau récit. Alors, les chiffres, ils sont aberrants. Il y a 3,3 milliards de vêtements qui sont consommés en France par an. Ça fait 50 vêtements neufs par habitant par an. C'est délirant et quand tu regardes, en fait, 7 vêtements sur 10 qui sont consommés par les Français, c'est du low cost. En fait, on a habitué les gens à penser qu'un vêtement, ça coûte rien. Ça coûte rien à produire, ça coûte rien à faire. T'as des désastres humains qui sont créés par la délocalisation et le fait de ne pas être en mesure de pouvoir tout contrôler. Et le fait de relocaliser, c'est en partie une réponse à ça. Je me suis dit, j'ai envie de contribuer à créer autre chose. Moi, j'ai envie d'aller à l'inverse de ça. J'ai envie de relocaliser, j'ai envie de produire peu, mais bien. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Nouveau récit. Bonjour, je suis Fouad Souak et bienvenue sur Nouveau Récit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Sylvestre, la fondatrice de Noé. Bienvenue Anne-Laure. Merci beaucoup. Bonjour Fouad. Merci de me recevoir. Tu es à Rennes aujourd'hui, dans les bureaux de Parole Publique. Tu viens de Lorient, on est entre Bretons. À Nouveau Récit, tu le sais, on en a un peu parlé en off. On parle de ce monde qui bouge, qui change et aussi et surtout de celles et ceux qui façonnent un petit peu le monde de demain. On vit dans un monde qui a besoin de transformation et toi, tu proposes quelque chose de différent dans le milieu et dans le domaine du prêt-à-porter et du textile. On va avoir le temps d'en parler, mais tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir à qui on s'adresse. Donc, j'aimerais beaucoup que tu parles de toi avant de parler de ce que tu fais. Je commence un petit peu à prendre l'habitude d'aborder cette présentation, non pas par le prisme du CV ou du profil LinkedIn. Moi, ce que j'aimerais surtout que tu me racontes, c'est ton rapport à la nature quand tu étais enfant. Qu'est-ce que ça évoque chez toi ? Oula, vaste question. Moi, j'ai besoin de ça. Quand j'étais enfant, je grimpais aux arbres tout le temps. On m'appelait petit chimpanzé. J'étais tout le temps dehors, en train de me rouler par terre, etc. J'ai toujours eu ce rapport de proximité. J'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de la nature. Parce que tu es née en région parisienne, hein ? Je suis née en région parisienne, vers Vincennes. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon lycée, mon collège. Et en fait, quand j'étais... assez vite, je me suis dit... J'ai pris conscience que j'étais dans une grande ville. Parce que tu vois, tous les déplacements, même tu vas chez un copain, bon, tu prends ton vélo, etc. Mais du coup, tu te déplaces à vélo. Sur tu de te déplaces l'asphalte. Voilà, sur de l'asphalte. Et je me suis dit... Mais s'il y avait un peu moins d'asphalte et un peu plus de verre, ce serait comment ? Et en fait, même jeune, à partir de 14-15 ans, j'ai commencé à dire à mes parents, moi, je pense que plus tard, j'habiterai dans une plus petite ville. J'habiterai plus près de la nature. J'habiterai pas à Paris. Et ma mère me disait, mais non, mais tu vas pas aimer. T'auras envie d'avoir des boutiques, t'aimes bien la mode, etc. Ouais. J'étais là, non, je pense pas. Je pense que j'irai dans une plus petite ville. Et voilà, bon, on se retrouve... plus tard, et je suis à Lorient, vraiment au bord de la mer, donc c'est trop chouette. Et qu'est-ce qui te plaisait pas en ville ? Et qu'est-ce qui te plaisait avec la nature ? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on va trop vite. Et dans une ville, dans une grande ville, tu le ressens vachement. Parce que même quand tu essayes de voir un ami, tu le vois une fois tous les 3 mois, tu te dis quand est-ce qu'on se revoit ? Et là, tu regardes et en fait, tu prends ton agenda et il n'y a pas de spontanéité, tu vois. Parce qu'il faut que tu programmes dans 2 mois, dans 3 mois. Ouais. Parce que tout le monde est hyper sollicité, tout le monde est hyper booké. Et du coup, tu as un rapport vraiment à la vie qui est genre dans le speed tout le temps. Tout le temps. Et donc voilà, moi, c'est vraiment une des premières choses que j'ai ressenties en déménageant à Lorient en 2019, quoi. Ouais. J'ai vu ma vie ralentir. Ah ouais ? Et j'adore. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui a ralenti en particulier ? C'est ce que je disais sur les sollicitations. En fait, tu te crées peut-être un groupe d'amis. Tu t'es un peu désociabilisé en allant à Lorient, non ? Non, tu te crées un groupe d'amis, justement, où tu as
en fait, t'es plus spontané. Tu te dis, mais tu fais quoi ce soir? Ah bah vas-y, viens, on va surfer. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus spontané parce que t'as moins de sollicitations, t'as des plus petits groupes et aussi pour te déplacer. En fait, tout est à 10 minutes. Moi, je vais de chez moi à l'Armor-Plage jusque dans mes bureaux chez 727 Salzbach qui m'héberge en 10 minutes en vélo. Et quand je vais même loin de Lorient, je prends la voiture, j'en ai pour 10-15 minutes. Ouais. Après, c'est une nature un peu urbaine quand même. Parce que si tu vas en centre-Bretagne, c'est pas la même. Tu prends souvent la voiture parce que tu as 1 heure de boulot. L'école est souvent loin, donc tes enfants prennent le bus matin et soir. Là, tu es encore dans une ville à taille humaine, acceptable dans ses déplacements et dans l'offre de services publics et dans l'offre de loisirs. Donc, est-ce que tu trouves que c'est la bonne échelle où le curseur est bien placé entre la ville et la nature? Alors, pour moi, oui, qui aujourd'hui me déplace pas mal en train. Du coup, j'ai besoin d'avoir une gare. C'est très important. Voilà. Non, pour moi, c'est le bon compromis entre nature et ville. À 10, 15, allez, 20 minutes, j'ai tellement de nature. Je peux grimper, je peux faire de l'escalade en paroi. Enfin, vraiment, il y a quand même beaucoup de... On peut faire de l'escalade en Bretagne Sud. Ouais. Ah ouais, ça m'intéresse. Ouais, grave. Il y a un spot qui s'appelle la Chaise du Diable juste à côté. À 15 minutes. C'est un petit spot, hein. Et puis à Crozon, t'as aussi... À Crozon, à Pénir. À Pénir, c'est dingue. Mais j'invite tout le monde à aller sur Google Images et à taper Pénir, et c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. T'es au-dessus de la mer en train de grimper, c'est dingue. Non, voilà, du coup, pour moi, c'est un bon mix, mais je pourrais très bien vivre encore plus dans la nature. Ouais. Je vais souvent dans les Pyrénées, parce que mon ami, mon amoureux, il a sa famille là-bas. Et du coup, là, on est vraiment dans la nature, genre entouré de fermes, de petites fermes, de la montagne, de champs. Et c'est encore un autre cran. Tout est encore plus lent et encore plus local. Ouais. Et ça, je me verrais très bien y vivre aussi. Ça, c'est drôle ce que tu dis là, parce que tu parles d'escalade. Moi, l'escalade, ça a longtemps été toute ma vie. De la découverte de l'escalade quand j'avais 7-8 ans jusqu'à la fac, avec une très très grosse période pendant le lycée. J'en faisais vraiment à balle, je faisais quasiment 40 heures d'escalade par semaine. J'étais vraiment patient. Ouais. J'en faisais humblement à haut niveau, dans un centre de formation à Orléans, et je suis né dans une petite ville de province qui s'appelle Gien, pas très loin de Fontainebleau, qui est la Mecque quand même de l'escalade de bloc, et pas très loin de très très jolies falaises en Bourgogne. Je connais pas les falaises de Bourgogne, mais je suis allée à Fontainebleau faire mon shooting la semaine dernière. Ah bah ouais, avec au milieu les rochers, des blocs, justement. Les blocs, le sable aussi, parce qu'il y a beaucoup de sable. Je cherchais du sable à Paris et je suis allée à Fontainebleau. Ouais. Et qui t'a rencardé sur... La photographe. C'est vrai. Ah bah elle a été bien inspirée. Elisa Blanchard. La canche aux chiens, enfin bref, c'était Fontainebleau et Clamecy. Enfin bref, il y a plein d'endroits en Bourgogne où on peut grimper. Et au lycée, je ne me voyais pas vivre ailleurs que dans un bled paumé, un petit village en Haute-Savoie ou en Isère où je passerais ma vie à grimper, loin de la ville. Mais ma mère, pour l'université, elle ne voulait pas que j'aille à l'autre bout de la planète ou de la France et que je passe ma vie à grimper. Elle voulait juste que je fasse des études. Donc j'étais à Paris. Et mon rapport à la nature a complètement changé, tu vois, parce que j'ai découvert la ville et ce que la ville offrait. Donc, je vois qu'on peut faire le chemin inverse. C'est ce que tu as fait. Tu es quand même plutôt urbaine, métropolitaine, et tu es partie en Bretagne. Et toi, ça te manque pas? Escalade, hein, ou... Plus de nature, du coup. Plus de nature. J'explore toujours beaucoup la nature. Beaucoup moins parce que je ne, entre guillemets, l'exerce plus, tu vois. Même si j'aime bien faire du vélo, même si j'aime bien me balader en forêt. Je suis très souvent sur la côte. Mais la nature telle que je la vivais avant, moyennement. Parce que c'est vrai que, tu l'as dit, il y a un rythme à laquelle on est tous assez habitués. Donc il faut changer les rythmes, essayer d'être davantage connecté à la nature. Mais ça, je le suis malheureusement pas encore. Mais je pense que les gens peuvent le faire, hein. Même dans leur vie. Il faut s'octroyer des moments. Des instants, parce que tu l'as dit, à Paris, tu peux
Enfin, t'as de la nature un peu partout. Hein. Ouais. Donc, Jardin du c'est- Luxembourg, c'est- Monceau. Peut-être un peu plus Un peu plus loin de Paris. luxueux. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude de se reconnecter. Ouais. Et tu avais un lien particulier à la mer avant de te retrouver à Lorient? Non, pas spécialement. C'est vrai. Non, pas spécialement. J'aurais pu vivre aussi à la montagne. Juste d'avoir... Ou dans le Perche? Ouais, peut-être pas le Perche. Je sais pas, je connais pas le Perche. C'est pas très loin de Paris. Non, j'avais pas. J'ai toujours aimé la mer, j'ai toujours aimé nager. Mes parents, ils ont une maison à l'île de Ré, ma grand-mère. Ouais. Et donc j'y allais quand j'étais petite. Donc du coup, j'ai fait de la voile. Tu navigues Voilà. un peu ou... Oui, Ouais. ouais, un petit peu. Et puis maintenant, j'ai fait du transport à la voile l'année dernière pour Noé. Donc, Ouais. donc je suis montée sur un bateau de course, un classe 40. Ah ouais, génial. On a ramené les polaires en classe En classe 40. 40? Mm-mm. Sur le bateau de qui? C'était qui le skipper? Alors, c'était le numéro 147, Ah. qui est maintenant le bateau Label Emmaüs. Ok, d'accord. Et donc, on a fait avec Damien Jenner et Jérôme Lessière, ils ont bénévolement fait le transport avec moi. D'accord. Pendant une course. Pas pendant une Non. course, c'était Ah dédié ouais. à ça. On est Ok. parti de La Rochelle, on est allé chercher au Portugal les vêtements et on est revenu. Alors, parce que tu es la fondatrice d'une marque qui s'appelle Noé, Oui. on va pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, que les auditeurs sachent que si tu es invité aujourd'hui à Nouveau Récit, c'est pour en parler et pour parler de tout ce qu'il y a autour de la fabrication de vêtements, de la conception, du transport, donc. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu transportes la production de Noé en voilier. En classe 40, c'est la classe, ça, quand même. C'est vrai que c'est la classe. Non, c'est chouette. J'ai l'occasion de vivre des trucs de fou avec Noé. Et puis en plus, tu as une proximité avec l'Orient. C'est quand même le pôle européen de la course au large. Oui. Donc tu as à dispo un bon paquet de bateaux assez magnifiques et très performants. Oui, il y a un vivier et j'ai un réseau très fort maintenant dans la voile à Lorient. Ouais. Et ça me permet de construire Noé et de construire justement tout un petit pôle de skippers, de gens aussi d'associations comme La Vague, qui est une asso qui promeut justement comment est-ce qu'on peut faire autre chose dans la course au large que de la performance et comment est-ce qu'on peut être utile dans la transition énergétique. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font pas mal de sensibilisation. Ils essayent aussi de se dire comment est-ce que demain, les bateaux, par exemple, pourraient ne pas revenir à vide des courses et pourraient transporter des choses. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être beaucoup plus éco-concevoir les bateaux? Parce que la course au large, c'est un sport de haut niveau. Donc, comme dans tous les sports de haut niveau, c'est la performance qui compte avant tout. Donc, du coup, c'est la course au nouveau bateau. Du coup, ils essayent de questionner ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toujours remplacer son bateau tous les ans, tous les 2 ans? Ou est-ce qu'en fait, on peut valoriser autrement la performance? Donc, c'est une réflexion autour de ça. Et qui est porté par qui? Il n'y a pas une tête de figure. Ouais, d'accord. C'est plein de skippers qui sont... Ah ouais, parce qu'il y a pas mal d'initiatives, enfin pas mal. Alors, en tout cas, moi, j'en connais 2 dont on a déjà parlé d'ailleurs à ce micro. Stéphane Le Dirison, avec Tam Forochen, qui s'est lancé dans l'éco-conception d'Animoca. Oui. Tu as aussi Armel Tripon, on a évoqué son nom ensemble, avec les petits doudous, qui, pareil, éco-conçoivent leur nouvelle IMOCA pour le prochain Vendée Globe, en se disant « Ouais, mais qu'est-ce que la performance durable ?» C'est ça, en réalité. Comment on fait des bateaux compétitifs et qui ont un impact carbone extrêmement limité. Donc, Noé, c'est comment on fabrique des super vêtements en limitant considérablement son impact carbone. Oui. Mais quand tu étais adolescente ou plus jeune, est-ce que tu te disais que tu voulais faire ça? C'était quoi ton rêve quand tu étais petite dans le domaine? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours? Moi, j'ai fait une école de commerce sans trop savoir ce que j'allais faire, comme beaucoup de jeunes, je pense. Et j'ai donc fait une école de commerce. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le conseil. Donc, et là, je me suis retrouvée dans les télécoms. Et là, pour les coups, dans les télécoms, j'étais chez Accenture et ensuite chez Bouygues Télécom. Et je me suis rendu compte que ça
voilà, ça me motivait pas plus que ça. J'avais pas, je un peu la comprenais voie pas. royale en Je savais fin pas d'école de commerce. Ouais, mais je savais pas trop ce que je faisais là. Et donc et en fait, chez Accenture, j'ai fait une mini mission où j'ai été déportée pour Chanel. Et chez Chanel, en fait, je me suis rendu compte de tout le poids de l'artistique dans la démarche. Et du coup, j'ai réalisé à ce moment-là que, en fait, j'étais vachement transportée par justement l'art, par cette capacité à créer du beau, à tout ça. Donc, j'ai refait des études à l'Institut français de la mode pendant 1 an, où on te forme en fait à comprendre comment on conçoit un produit, comment même on crée une entreprise dans la mode. Voilà, c'est quoi un produit de mode, c'est quoi. Et donc, j'ai fait cette école-là pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai fait un petit stage chez LVMH, dans le luxe. Et là, j'étais au défilé et je me suis rendu compte, pareil, que pour le coup, c'était hyper beau, le produit. Mais je trouvais que l'écosystème, socialement, était très... Le diable s'habille en Prada, justement. Ouais, t'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans. Et donc, ça m'a pas particulièrement plu, parce que je trouve qu'en fait... il faut traiter les gens dignement, qu'ils soient stagiaires ou haut placés, et qu'il faut qu'on revoie notre rapport justement à ça. Et du coup, je me suis pas sentie très bien là-dedans. Et par contre, je suis rentrée chez Lacoste. Et moi, Lacoste, c'était déjà une marque que j'adorais, juste déjà du parcours, quoi. C'est une marque qui avait une centaine d'années et qui est vachement orientée très orientée sur le sport, sur la qualité, sur la durabilité et sur un style un peu intemporel qui amène les gens aussi à aller dehors, à bouger. C'est du sportswear, c'est du confort. Et donc voilà, donc je suis rentrée chez Lacoste et j'ai passé 5 ans. J'ai adoré. J'ai adoré ce que je faisais. J'avais un poste à responsabilité, donc c'était génial. J'ai pu progresser. C'est ce qui m'a permis aussi de fonder Noé. Après, c'est cette expérience-là que j'ai acquis chez Lacoste. Donc voilà, j'étais le bras droit de la directrice de collection. Ouais, et qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Concrètement, moi, il y avait 50% de mon métier, c'était de travailler avec les stylistes et les chefs de produits pour dire, cette année, on va faire tant de t-shirts, tant de suites, on définit la ligne. Et ensuite... Ça, c'est pas un service commercial ou marketing qui définit ça ? C'est marketing produit. Ouais, d'accord, marketing produit, ok. Donc moi, je travaillais vraiment jusqu'au dessin, jusqu'à la couleur finale, quoi, jusqu'à donner des briefs de couleurs en disant à la créa. Là, exactement, sur le polo, là on a besoin du bleu marine. Il faut aussi qu'on amène de la couleur. Donc vraiment, c'est un mix entre créa et marketing produit. Donc ça, c'est chouette. Vous faites des sortes de mood board de tendance. Oui, tout à fait. Ouais. En disant qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui demain sera les couleurs. Est-ce que nous, on peut influencer ça ? Est-ce que c'est plutôt les magazines qui... Non, c'est plutôt... alors, c'est les stylistes. Donc, il y a un pôle de stylistes qui vont faire des mood boards et nous expliquer un peu leurs intentions qui sont, par exemple, ça va être un détail, peut-être une ligne rouge sur toute la saison. Et puis derrière, on s'est décliné ensuite en modèle. Et donc, tu as un thème global de toutes les collections Lacoste, par exemple. Puis après, dans chaque ligne, l'enfant... moi, je travaillais pour une ligne à un moment qui s'appelle le Live, qui était plutôt du streetwear. Donc, tu avais une ligne plus artistique. On va le décliner, en fait, dans les... Et qui gagne à la fin ? C'est la direction marketing ou c'est la direction de la création pour sortir les modèles ? C'est vraiment ce qu'on apprend dans mon école, à l'Institut français de la mode. C'est le bon équilibre entre les deux. Si toi, tu gagnes en tant que marketing, généralement, en termes artistiques, ça s'appauvrit un peu. Mais tu vas vendre beaucoup. Et si c'est la ligne, et si c'est les designers qui gagnent, généralement, tu vas perdre un peu en vente et tu vas gagner en arty. Mais parfois aussi, tu peux perdre un peu aussi par rapport aux consommateurs. Souvent, les designers, ils ont un cran d'avance. Donc, ils vont voir quelque chose qui n'est pas encore vraiment démocratisé dans le porté du vêtement. Et donc, une forme, quelque chose. Et les clients ne vont pas forcément l'acheter parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont pas là encore. Donc, il faut vraiment rester le bon équilibre entre les deux. Et la position de Lacoste, c'était quoi ? C'était justement de créer cette tendance, c'est-à-dire d'anticiper un petit peu le mouvement et puis de proposer quelque chose d'original et de nouveau, même si ça ne prend pas tout de suite, et de voir que les autres marques s'y engouffrent. Ou alors, c'est plutôt de justement suivre le mouvement, la tendance et proposer un vêtement ou une couleur ou quelque chose qui fonctionne, mais à la sauce et à l'ADN de Lacoste. Je pense que je pense qu'ils font les deux.
Sinon, ils seraient plus là. Ils sont à la fois dans la prospection et la création, et à la fois dans le polo, c'est l'ADN de Lacoste, c'est le produit original. Et du coup, ils vont, par exemple, le réinventer dans une matière, le réinventer dans une déclinaison de couleurs, le réinventer dans un détail. Ils ont toujours, je pense, cet ADN d'innover. Est-ce que tu as rencontré de chez Chanel à Lacoste des personnes qui ont influencé ton parcours et qui, je sais pas, par exemple, qui t'a incité à faire l'Institut français de la mode, et puis ensuite à créer ta marque, et puis ensuite à prendre plutôt à cette route qu'une autre? Ou alors tu as façonné ton parcours Dans la mode, j'ai pas eu un mentor qui m'a guidée ou non, c'est plutôt moi, au fur et à mesure de mes étapes. Je dirais que il y a eu plutôt un switch à la fin de Lacoste, où un de mes amis a fondé une entreprise de cargo à voile. D'ailleurs, ils ont co-construit Zéphyr et Boré. Ah oui, Zéphyr et Boré, c'est quoi? C'est Niche Joyeux, c'est ça? Oui, voilà, Nils Joyeux, c'était une des personnes qui m'ont inspirée à fonder Noé, où il me disait, est-ce que tu es contente de l'impact que tu as? Et à ce moment-là, je commençais déjà à me dire que j'avais envie de contribuer autrement, en fait, à l'industrie de la mode. Et du coup, j'ai commencé à me poser ces questions-là quand j'étais chez Lacoste, à me dire, bon, globalement, la mode, ça délocalise beaucoup en Asie, toutes les productions, et on produit toujours plus de collections qu'on essaye à tout prix d'écouler au max, mais on a toujours un taux de perdition de 30%. Quand on crée un vêtement, quoi. C'est du stock que tu as produit pour pouvoir avoir toutes les tailles, mais en fait qui ne se vend pas derrière, et donc que tu brades. Et tu te retrouves généralement avec un taux de perte, de choses que tu vas jamais écouler, donc qui ont été produits pour rien, de l'ordre de 30%. C'est énorme. C'est énorme. Ça part à la benne ou c'est détruit? On n'a plus le droit de détruire, mais tu le stockes pendant un temps, tu essayes de l'écouler par plusieurs biais, et puis à la fin... Tu n'y arrives pas parce que de toute façon, ça a un coût aussi. Ouais. Donc, il y a quand même des taux de perdition qui sont énormes. Et donc, je me disais, mais il y a un moment où ça m'a plus suffi. Je me suis dit, j'ai envie de contribuer à créer autre chose. Moi, j'ai envie d'aller à l'inverse de ça. J'ai envie de relocaliser. J'ai envie de produire peu, mais bien. Et j'ai envie de vraiment voir comment on peut diminuer l'impact de chaque pièce. Et de connaître toute la chaîne. Tu vois, le fait de produire en Asie, entre guillemets, c'est pas grave. Tu vois, il y a des gens qui travaillent à l'autre bout du monde sur tes produits, mais comment est-ce que tu contrôles qu'ils sont dans des conditions décentes, sachant que généralement, tu as des sous-traitants. Comment est-ce que tu contrôles qu'ils sont bien payés, qu'ils ont des jours de repos? Au Bangladesh, ils travaillent 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, avec une moyenne de salaire de 224 €. Ouais. Quand ils n'ont pas un toit qui s'effondre sur leur tête. Voilà, comme le René Plaza en 2010. Tu as des désastres humains qui sont créés par la délocalisation et le fait de ne pas être en mesure de pouvoir tout contrôler. Et le fait de relocaliser, c'est en partie une réponse à ça. Tu rapproches ta production de ton client, du coup, tu peux la voir. En fait, tu vois les gens travailler. Moi, je les vois. Toutes les ateliers avec qui je travaille, je les connais, je sais. Ils sont encadrés par... Je dis pas qu'ils sont super bien payés. Enfin, tu vois, c'est dans la mode, dans la couture, tu vas avoir un salaire, voilà. Ils sont pas à x3 du salaire minimum, mais ils sont encadrés par une législation. Ils sont dans des conditions qui sont décentes. Et moi, je travaille que avec des ateliers où je sais que c'est bien. On a reçu à ce micro Fabien Gastou, qui est le cofondateur d'une marque qui s'appelle Bisque. Et Bisque, ils sont très engagés dans le domaine du gaspillage alimentaire. Et la particularité de Bisque, c'est qu'ils essaient de traiter le problème en amont, au moment de la transformation de l'aliment. Et il dit qu'il y a un taux de déchets. Enfin, d'ailleurs, il me reprend, il me dit c'est pas un déchet, ce sont des produits invendus ou hors normes qui vont ensuite servir à l'alimentation animale, mais qui sont tout de même produits. Et lui, il va récupérer ces aliments parce que tu vas avoir un bun de burger, il faut 10 pavots de sésame dessus. D'un point de vue contractuel, il y en a que 5 ou 8, c'est pas bon, donc on remise ces produits. Ils ne sont pas vendus, ils sont écartés. Donc le problème du calibrage de la production est extrêmement important. C'est ce que tu dis là aussi. C'est-à-dire que les grands groupes, les H&M, même les Lacoste... même les Leclerc, même les Leclerc, les Primark. Aujourd'hui, en France, les chiffres, ils sont aberrants.
C'est 3,3 milliards de vêtements qui sont consommés en France par an. Ça fait 50 vêtements neufs par habitant par an. C'est délirant. C'est délirant. C'est délirant. Et quand tu regardes, en fait, 7 vêtements sur 10 qui sont consommés par les Français, c'est du low cost. Tu achètes autant de vêtements que de boîtes d'œufs. Le prix d'un t-shirt, c'est le prix de 2 tomates. Comment tu te retrouves là-dedans? En fait, on a habitué les gens à penser qu'un vêtement, ça coûte rien. Ça coûte rien à produire, ça coûte rien à faire. Mais c'est pas du tout vrai, en fait. Parce qu'il y a tellement d'étapes dans la fabrication d'un vêtement. Il y a tellement de gens qui sont dans chaque étape de la chaîne. Il y a tellement de travail manuel que c'est pas vrai. Où je voulais en venir, c'est que, en fait, aujourd'hui, tu as un problème dans la mode et on parle de plein de problèmes. Mais en fait, on a un qui est la surproduction et la surconsommation. Et en fait, on produit trop, on consomme trop. Et du coup, la seule solution qu'on a, c'est d'habituer à consommer moins et consommer mieux. Des marques qui sont plus locales, des qualités qui sont meilleures. La part du Made in France dans ces 3,3 milliards, c'est 3% seulement. Ah oui. C'est rien du tout. On a perdu, par rapport aux années 70, on consomme 3 fois plus de vêtements, mais on a perdu 30 000 emplois. Ces chiffres sont délirants et j'aimerais juste que l'on revienne un petit peu sur ce que tu disais à propos des sources du problème. Donc, on parle bien de la surproduction, de la surconsommation et de la délocalisation. Déjà, est-ce que la surproduction vient du fait que, ayant délocalisé, on a baissé les prix, donc on a rendu le vêtement plus jetable et plus consommable parce que ça pèse moins à la fin sur le budget des familles et des budgets individuels? Est-ce que le problème vient de là? Et que si on arrivait à donc relocaliser, à apporter une meilleure qualité des vêtements, à réajuster la prod, on commencerait un petit peu à régler le problème? Complètement. Ou est-ce que c'est un peu simpliste? Non, c'est pas simpliste. C'est hyper simple, en fait. C'est ce que tu dis. En fait, le bas prix, le low cost, aujourd'hui, il est permis et autorisé que parce qu'on délocalise toujours au moins cher et qu'on met la pression sur des usines pour avoir le prix le plus bas possible dans des conditions qui sont sanitairement vraiment pas top. Là, aujourd'hui, le Bangladesh, qui est loin d'être un État, je veux dire, qui fait souvent qui a souvent des soulèvements ou qui se soulève souvent, là, toute l'industrie du textile, tous les salariés sont en grève. Ils demandent x3 du salaire. Ils sont en dessous du salaire minimum pour vivre. Et ils sont dans des conditions qui sont indécentes. Donc, en fait, le vêtement bas coût, il n'est possible que grâce à ce modèle-là. D'aller toujours aller au plus bas, du plus bas, du plus bas et de pressuriser pour avoir encore plus bas. Mais à tous les côtés de l'équation, c'est de la précarisation. Est-ce que c'est de la précarisation parce qu'on offre des vêtements de mauvaise qualité à bas coût pour les consommateurs, et c'est de la précarisation parce que on n'offre pas à ceux qui produisent, et notamment aux ouvriers, de vivre dignement de leur travail? Oui. En fait, le low cost, à chaque fois on dit oui, mais les gens n'ont pas les moyens. Encore une fois, on consomme ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais on consomme 3 fois plus de vêtements qu'avant. Les gens, avant, dans les années 70, achetaient beaucoup plus de Made in France. Ça revenait plus cher dans leur budget, mais ils en achetaient beaucoup moins. Nous, l'industrie, ça a commencé, je pense, par Zara, par nous montrer qu'il y a un renouvellement constant. Donc, on nous provoque tout le temps du désir de changer de vêtements, d'être à la mode, d'avoir telle forme qui sort, etc. Donc, on nous pousse tout le temps à consommer. Alors, c'est qui ce on? Le on, c'est l'industrie globale. Il n'y a personne qui est responsable de ça. C'est qu'on a pris le pli de toujours plus produire. Et donc, ce modèle, il est rentable que quand tu produis, tu consommes, tu produis, tu consommes, tu produis. Il est rentable parce qu'ils ont provoqué un modèle qui, pour être rentable, nécessite de vendre beaucoup. Oui, parce que comme tu produis beaucoup, il faut que tu vendes beaucoup. Et donc, ce modèle-là de la consommation du jetable, il est généralisé. C'est dur de revenir en arrière, de dire, en fait, ton t-shirt, c'est pas normal qu'il coûte 7 ou 10 euros. Parce qu'il a fallu faire pousser du coton, il a fallu ensuite le tisser, ensuite il faut le teindre, ensuite il faut le tricoter, ensuite il faut le transporter de chaque étape à chaque étape. Donc, et ensuite, tu as des gens qui vont le coudre, et coudre l'étiquette, et coudre le barcode, et coudre tout ça. En fait, c'est quand tu regardes aujourd'hui les usines, moi quand je me déplace dans les usines, j'essaie de faire des vidéos pour montrer à quel point le travail est manuel. À quel point il y a des gens qui travaillent dessus sur ton produit et qui vont mettre longtemps à le faire. Alors, tu sais que je couds. C'est vrai? Génial. Tu fais quoi? Tu t'es fait quoi?
Je me suis fait un Bombers, Cool. un Teddy en laine. Je me suis fait des vestes de travail. Et ça t'a pris combien de temps? Mais ça prend trop de temps. Déjà parce que je suis pas très bon. Et ensuite parce que, très objectivement, ça prend trop de temps. Parce que, et tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Déjà, j'ai envie de... je sais même pas si j'ai envie de la remercier. Mais c'est Léa, mon amoureuse, qui, elle, fait de la couture. Et elle m'a embarqué dedans parce que il y a une tâche qui est vraiment hyper pénible, c'est de décalquer le patron. Oui. Et puis après, il faut couper le tissu. Et donc, j'étais sa petite main. Et ensuite, elle a s'occupé du truc un peu fun, c'est-à-dire d'assembler et de coudre. L'assemblage. Ouais. Puis après, je me suis dit, si je fais déjà le truc chiant, est-ce que je pourrais pas faire le truc marrant, c'est-à-dire coudre? Et c'est génial de coudre ses propres vêtements. Et tu es beaucoup plus attaché. Bah ouais, à fond. En fait, parce que si tu l'as acheté 5 €, mais qu'il soit encore dans ta penderie ou pas, tu t'en fiches. Un mois après, tu l'as oublié presque. Ouais. Alors que quand t'as mis genre 24 heures, ou même plus, 2-3 jours, à faire ta veste, que tu as choisi le tissu, que tu as acheté les accessoires, fait ton découpage de patronage, fait ton truc. Là, tu te dis, ouais, j'ai passé genre ma semaine en fait à faire ma veste. Donc, je vais la mettre hyper longtemps. Et c'est un peu ça, en fait, revenir à moins et mieux, c'est te dire, en fait, tu as un rapport beaucoup plus d'amour avec tes vêtements, parce que c'est quelque chose que, soit par la précommande, tu l'as attendu, tu l'as regardé, tu l'as pas acheté sur le coup, t'es pas allé dans un magasin, t'avais besoin de rien. En fait, tu repars, t'as genre 10 vêtements et tu sais pas trop pourquoi, tu vois, t'avais pas prévu. Donc, en fait, c'est vraiment réinventer la façon dont on achète des vêtements. Est-ce que j'en ai besoin? Ouais, voilà, recréer une relation d'amour. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Est-ce que je vais le mettre plein de fois ou est-ce que c'est juste un truc que j'ai vu dans les magazines, dans les tendances et maintenant j'en ai envie, mais dans un an, j'en aurai plus envie? Ouais. Est-ce que dans 5 ans, cette veste-là que j'achète, j'aurai toujours envie de la mettre? Alors, tu vois, on touche du doigt, je crois, et sur tous les secteurs d'activité. Et d'ailleurs, sur tout ce qui touche à l'humain, en vérité. Le problème qui est celui de faire un choix entre ses besoins et ses aspirations. Donc, comment aujourd'hui on arrive à déplacer le curseur entre les aspirations, c'est je vois un truc sur Instagram, je vois des nouvelles collections dans les magazines, et j'ai envie d'acheter parce que c'est possible, parce que c'est pas cher, parce que j'en ai les moyens, alors même que c'est l'inflation, pour s'orienter davantage vers du besoin. J'ai pas besoin d'acheter 10 chemises par mois, j'ai pas besoin de renouveler tous les ans mes baskets ou mes chaussures. Peut-être que mes chaussures, je vais pouvoir les garder peut-être 10 ans, tu vois, et juste une chaussure noire en cuir qui va me servir avec mes costumes, et puis basta, tu vois. Donc, c'est quoi, là, ton opinion autour d'un vrai sujet de société? Parce que c'est pas réinventer un modèle industriel, c'est juste changer la mentalité des gens et des consommateurs. C'est un peu les deux. En fait, on se renvoie toujours la balle. Tu sais, en tant que consommateur, on va dire « Ouais, mais c'est pas trop de ma faute parce que c'est juste l'industrie qui est comme ça. » Après, en tant que dans les industries et dans les marques, on va dire « Non, mais le modèle est comme ça, j'en ai besoin pour vivre. Moi, je vais là où le consommateur m'attend. » Et les pouvoirs publics, ils vont dire les gens veulent ça, donc je vais pas commencer à mettre des lois qui vont... Mais sauf qu'ils ont le choix. Les consommateurs ont le choix de choisir un chain, on va parler de la fast fashion, et H&M, et ils ont le choix d'acheter Noé, Patagonia ou des marques locales. Oui, déjà, il y a ceux qui ont le choix, et il y a ceux qui, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, si t'es dans la précarité, t'es pas dans un choix de vêtements éthiques. T'es pas dans un choix de ouf, quoi. Ton choix, il est très limité. Ton choix, tu vas l'acheter, tu fais tes courses chez Leclerc, ça coûte pas cher, les fringues là-bas, je pense que tu peux t'acheter ça, mais t'aurais aussi le choix, par exemple, d'aller acheter en friperie de la seconde main, ça coûte pas cher maintenant. Enfin, donc t'as aussi d'autres choix. Mais pour moi, le sujet de réunir ses besoins et ses aspirations, je pense que c'est toute la clé. C'est de réunir besoins et aspirations. Parce que, en réalité, je sais pas si toi, dans ta garde-robe, tu portes 100 vêtements ou t'en portes genre 20 ou 30, toujours les mêmes. Je peux te répondre. J'en porte genre 20 et c'est tout le temps les mêmes. 5 t-shirts, 5 chemises, 5 pulls, 5 pantalons, 5 chaussettes et genre je les épuise, tu vois.
parce que il y a déjà des considérations engagées, environnementales, parce que j'ai pas envie de réfléchir aussi en fait à ce que je vais porter. Et parce que tu te sens bien aussi. Et parce que je me sens bien de ce que j'ai trouvé, absolument. Et donc c'est ça en fait, c'est se dire c'est vraiment mettre plus de réflexion et de temps quand tu vas avoir une impulsion d'achat parce que effectivement tu as beaucoup de pubs et du coup même moi j'ai tout le temps envie de m'en acheter des nouveaux, des vêtements. Genre je vois plein de trucs passer, des chaussures, des bijoux, etc. Mais en fait à chaque fois je me dis ok, on verra dans un mois. Si j'en ai toujours envie. Et on verra peut-être dans 6 mois. En fait, dans un mois, je l'aurais pas acheté, tu vois, parce qu'en fait, j'en avais pas vraiment besoin. Donc, c'est vraiment de réfléchir à plus, est-ce que j'en ai besoin et est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que dans 3 ans, j'en aurai toujours envie? Ou est-ce que c'est un truc, c'était le jaune de la saison, mais déjà, ça me va pas autant le jaune. Donc, en fait, je le mettrai jamais. C'est vrai. Non, mais par exemple, tu vois, genre, je le mettrai jamais. Je mettrai toujours, en fait, mon sweat bleu parce que je préfère le bleu. Ouais. Et donc, c'est vraiment d'essayer de conscientiser ça. Et donc, ça permet déjà d'acheter moins. Ça permet d'acheter moins et de ralentir ses achats. Et en fait, le fait d'acheter moins, ça peut aussi te donner la liberté de choisir plus. De te dire, là, j'ai vraiment besoin d'une robe un peu pour travailler parce que j'en ai pas beaucoup et que je suis dans un environnement où j'ai besoin d'être un peu chic, etc. Bon, du coup, tu auras le temps de regarder un peu. Et puis après, c'est se renseigner. Produire moins et mieux, il y a plein de marques qui le font aujourd'hui. Ouais. Des marques françaises, des marques qui font tout en Europe. Ouais. Et donc, c'est d'essayer de les repérer, ces marques-là, qui essayent justement de se battre contre un modèle existant et qui sont invisibles face aux géants et face au bas prix. Face à la théorie du bas prix. Alors, on va y revenir parce que je voulais parler d'une tare que j'ai. C'est peut-être un autofocus, mais je trouve très intéressant ce que tu as dit sur la manière dont on compose aussi un peu sa garde-robe et comment on peut imaginer les choses autrement. C'est vrai que tu m'as posé la question, je t'ai répondu, j'ai 5 exemplaires d'un t-shirt ou d'un pull. Ça tourne, j'achète vraiment très très peu, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai un petit biais, c'est celui d'avoir un vêtement, une fonction. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, jouer au basketball, je ne le ferai pas avec des chaussures de golf. Et jouer, je ne sais pas, par exemple, c'est bien, parce que je pense que c'est courir. Pas pratique. Oui, mais c'est ça. Mais il y a ça aussi, en vérité, dans la manière dont on crée les objets et les vêtements. C'est parce qu'on fait beaucoup plus de choses qu'en 1950. On ne faisait pas de paddle, on faisait... on réinvente un petit peu, et c'est aussi l'innovation, les technologies, mais par contre, on les gardera peut-être plus longtemps en fonction aussi de l'usure et du temps qu'on y passe. Mais c'est amusant que tu dis ça parce qu'il y a une marque qui s'appelle Opal, qui est une marque responsable, et eux, ils ont revu leur vestiaire pour avoir environ une quinzaine de pièces hyper minimalistes. Qui sont vraiment faites pour faire de l'outdoor d'endurance et du coup, qui sont faites justement pour dire t'as un short et en fait, ton short, tu peux faire de l'escalade avec, du sport, tu peux te balader en ville parce qu'il est aussi minimaliste, donc il est par nature plutôt passe-partout et chic et du coup, qui ont vraiment justement adressé cette fonction du minimalisme. Et je pense qu'on a un peu cette tare de penser qu'on a besoin de 10 paires de chaussures pour 10 trucs différents. Et qu'en fait, il faut qu'on ait des trucs qui soient plus passe-partout. Enfin, par exemple, Noé, une des priorités quand je conçois un vêtement, c'est que la matière soit haut de gamme pour qu'elle dure vraiment dans le temps. C'est ça aussi qui fait que ton produit, tu vas pouvoir le remettre dans 5 ans. Un peu comme ce qu'on retrouvait en friperie de nos grands-parents. C'est des matières un peu épaisses. Donc moi, je sélectionne que des matières épaisses. Par exemple, notre t-shirt, il fait 230 grammes. On en a un. Il fait 230 grammes. J'ai la même matière depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et ça ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est environ fois 1,8 fois 2 de ce qui se fait dans le commerce. D'accord. De manière générale. Tu es plutôt sur 130, 150 grammes. Nous, on est à 230. Ça te permet d'avoir une belle tenue en plus. Une hyper belle tenue. Ça te permet d'avoir un truc vraiment clean et d'avoir un truc qui ne se déforme pas. Et donc, moi, c'est ça avec Noé, c'est que je fais chaque pièce, on les pense pendant 1 an avec des qualités de matière qui sont hyper nécessaires et bien épaisses. Et par exemple, notre sweat, il est très épais aussi, il fait presque 1 kilo quand il pèse. Il a une
une capuche qui est vraiment qui est doublée, qui est enveloppante. Et en fait, tu as une matière très robuste. Et donc ça permet, tu vois, de faire du vélo avec et c'est coupe-vent, de faire du coup d'être chez toi peinard et t'es hyper enveloppé, donc t'es hyper bien, de faire plein de trucs. Donc en fait, c'est d'avoir aussi des vêtements qui peuvent te permettre, par exemple, au multi-usage. Nous, notre polaire, on a une polaire, hommes et femmes, et ben moi, je l'utilise tout le temps. J'utilise en indoor, j'utilise en outdoor, j'utilise beaucoup, quoi. Et donc, c'est ça aussi, revenir à moins. C'est avoir des vêtements qui sont plus polyvalents en fonction de ton usage. J'aime bien ce que tu dis là parce que moi, j'ai des t-shirts qui me servent aussi bien à dormir, limite qu'à faire du sport. Tu vois, un hoodie, c'est pareil. Je suis tellement bien sur mon canapé avec, mais si j'ai envie de juste d'aller me promener ou de sortir, enfin, je peux le porter également. Et pareil, tu vois, tu as envie d'être chic avec un hoodie. En fait, facile, tu te mets un petit pantalon à pince, tu mets des chaussures habillées en bas et tu mets une petite veste, genre un par-dessus ou une veste au-dessus et d'un coup, tu le rends chic, tu vois. Ouais. Donc, tu peux vraiment... Et tu veux être hyper cocoon, tu veux être en jogging ou en leggings chez toi avec ton hoodie, c'est pareil. Donc, tu peux vraiment adapter tes vêtements à ton usage. Il coûte combien ton t-shirt Mon t-shirt, il coûte 49 €. Et mon sweat, 120. 120. Ouais. Alors, c'est quoi les autres produits que tu as donc la polaire. Très belle polaire que tu portes. Merci. Elle est vraiment belle. Hein. Merci. C'est chiant parce que maintenant que je viens de la voir, je vais devoir l'offrir à Léa. On va être bientôt en précommande sur la polaire parce qu'on est rupté depuis 6 mois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une liste d'attente du coup. Ouais. Donc j'ai des messages tous les jours. Quand est-ce qu'elle ressort ? Et tu vois, c'est des gens qui aiment la démarche, qui aiment le produit. Et je suis sûre que c'est des gens qui vont la garder longtemps. Ouais. Parce que ça fait genre 3 mois qu'ils attendent qu'elle revienne. Et moi, j'ai pas pu produire plus vite parce que déjà, je suis limitée parce que je suis seule pour l'instant dans l'entreprise. On est 2. Et aussi parce que, en fait, j'ai changé d'usine parce que je trouvais qu'il fallait encore l'améliorer. Et j'ai voulu, au niveau impact, recycler les zips alors qu'ils n'étaient pas recyclés. Recycler la doublure aussi. Avoir plus d'aisance dans les doublures parce qu'on était un peu coincés. Ouais. J'ai upgradé la matière. Donc là, franchement, je vais pas citer de marque, mais je pense que... Oh, vas-y. Ok. Par rapport à une Patagonia, qui est ma référence, et je trouve qu'elle est mieux. C'est vrai. Qu'est-ce qui est... Ouais, alors pourquoi parce que la matière est plus épaisse, du coup, elle est plus chaude. Ouais. Donc, c'est vraiment un blouson. Et la doublure fait que... La doublure qui est un peu plus épaisse aussi, tout en étant flexible, fait que du coup, t'as une couche en plus d'enveloppement. Et après, ce que moi, je trouve génial, c'est que on l'a fait au Portugal et qu'on l'a ramené à la voile. Ouais. Donc ça, c'est quand même... Tu vois, t'as une histoire de fou, quoi, derrière ta polaire. Tu te dis, déjà, elle est revenue à la voile. Déjà, tu poses ça. Et ça, c'est trop bien. Enfin, moi, le transport à la voile, c'est pas l'intégralité de l'impact. Le transport, c'est environ entre 3 et 7% d'un produit sur l'impact CO2. Donc, c'est limité. Ouais, donc de l'usine au... Et nous, on le fait juste revenir... Voilà, ouais. Les polaires, on les fait à Porto. Et donc, on fait Porto-Lorient en bateau pour les ramener. Et là, du coup, on est en précommande à partir de la semaine prochaine. Et ensuite, donc la semaine prochaine, on sera en précommande à partir de mi-décembre. Et on va les ramener à la voile fin janvier. Tu as mesuré justement l'impact carbone sur le transport ? Oui. Qui est quasi nul, en vrai, vu que c'est à la voile. Alors, sur cette partie-là, il est nul, quasi. Donc, on a juste un peu de... Enfin, juste les manœuvres au port, quoi. Donc, il y a quasiment rien. Ouais. Par contre, on est en train de faire le bilan carbone avec un organisme certifié par l'ADEME. Donc là, on a une petite subvention. Du coup, on va avoir vraiment l'impact global, mais on a estimé qu'on était à environ moins 50% d'une polaire classique d'impact CO2. Après, ce sera à confirmer avec les chiffres là, mais on s'en rapproche entre la relocalisation. Parce que nous, ce qui était difficile sur la polaire, c'est que c'est un produit qui est hyper technique. Donc, qui veut dire technique dit que souvent, en fait, tout l'outdoor est fait en Asie. Ouais. Donc, du coup, trouver une matière polaire recyclée, hyper quali, faite en Europe, c'était pas... voilà, ça a mis 6 mois, quoi. J'ai vu 50 matières polaires différentes, quoi. Donc là, elle est en polyester recyclé, faite à partir de bouteilles plastiques. On pourra, après, dans le temps, même aller plus loin, essayer de développer du chanvre, du tencel, mais il faut garder les propriétés isolantes de la polaire, qui fait que c'est chaud et que c'est un produit d'outdoor. Même si c'est recyclé, il reste du plastique. Bien sûr, ça reste. C'est pour ça qu'il faut aussi voir si
En fait, il y a pas de. Quand tu produis quelque chose, tu vas toujours émettre du CO2. Ouais. On peut pas dire que, tu vois, les marques, par exemple, qui disent qu'elles sont zéro carbone. Non, tu fais peut-être de la compensation, mais tu as produit quelque chose. Donc, tu as utilisé de l'énergie pour produire quelque chose. Tu as utilisé des matières premières. Donc, nous, on va jamais dire qu'on fera du zéro carbone. Par contre, on va essayer de réduire l'impact au max en s'attaquant à l'intégralité de la chaîne. La fin de vie, la recyclabilité des matières, le fait d'utiliser des matières qui sont soit biologiques, soit recyclées, le fait d'avoir des vêtements qui durent longtemps. Donc voilà. Donc non, on sort pas encore du pétrole là-dedans, mais j'ose espérer qu'on va trouver des façons de le faire. C'est ce qu'on est en train. Il y a beaucoup de recherche et développement sur les matières. Mais voilà. Mais nous, ça doit répondre aux critères qualité, Europe. Notre matière, elle vient d'Italie. Une belle nation du textile. Oui, ils sont très bons en filature. Ils ont beaucoup de filature en Italie. Donc il y a beaucoup de fil qui est fait en Italie. On en a en France? Est-ce qu'on en a encore en France? On en a encore, notamment la filature du parc. D'accord. Qui fait des matières qui sont recyclées et qui est très avancée sur l'éco-responsabilité. Mais tu ne travailles pas avec eux? Non, pas avec la filature du parc, parce qu'il n'y a pas y a pas de matière polaire comme on en a besoin. Ouais. D'accord. Parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce que la production locale, c'est une production finistérienne, morbihanaise, bretonne, Grand Ouest, française, Europe de l'Ouest, Europe? La question de produire local, elle est quand même relativement vaste. Alors, de quel point de vue on se place à l'échelle de l'humanité ou de la planète Terre? C'est toujours plus près, plus proche de produire au Portugal qu'au Bangladesh. Comment tu as arbitré ce choix-là? Pourquoi tu te fournis en Italie, qui reste encore un petit peu loin? Parce que la matière, il va quand même falloir que tu la fasses transiter. Comment? C'est une question. Jusqu'à l'usine, et ensuite l'usine au Portugal, qui n'est pas encore la France, et il va encore falloir acheminer la production. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ta démarche, ta philosophie, peut-être même tes objectifs à terme sur le sourcing et sur la prod? Oui, bien sûr. Si je commence par le Made in France. Le Made in France, moi j'en fais. Donc, par exemple, il y a un opule qui est fait à Nantes. Ouais, super. Voilà, chez Royal Mail. Ensuite, il y a mon bonnet qui est fait à Saint-Malo. Chez 3D Tex. Ouais, super. Voilà, qui font de la circularité aussi. C'est de l'assemblage. Oui, de l'assemblage. Et le fil qu'on a choisi, on a dû choisir, typiquement pour le bonnet, on a dû choisir entre 2 fils. Et j'ai choisi un fil qui était éco-responsable, qui était en cachemire recyclé et mérinos. Et celui-là, il était fait en Italie. Et là, tu vois, entre les deux, parce que j'avais aussi le fil de la filature du parc, celui de la filature du parc, il grattait. Et en fait, un bonnet que tu mets qui te gratte le front... On déteste ça. Il y a des gens qui aiment bien ça, se toucher un peu rugueux, et il y en a qui vont détester. Donc, par exemple, là, sur ce choix-là, tu vois, j'ai fait le choix de l'usage. Savoir, je veux que les gens l'achètent et le portent. Ouais. Et pas qu'ils l'achètent et que finalement, ils le portent pas. Ouais. Voilà. Donc là, parce qu'ils achèteront un autre bonnet. Voilà. Irrémédiablement. Donc voilà. Mais, et donc, sur le choix, moi, mon but, c'est de faire le maximum en France. Aujourd'hui, on en fait déjà en partie. Là, par exemple, je vais sortir un pull en janvier, qui est un pull qu'on a travaillé pendant... Mais qui est fait... et donc, la matière polaire est faite en France. Une matière qui est recyclée. Et c'est un mix de laine mérinos et de matière polaire recyclée. Et donc, il y a une partie qui est faite en France, et puis après, la confection est faite au Portugal. Et là, c'est vraiment juste un ajustement à la fois de savoir-faire. Moi, je vais privilégier, en fait, qu'elle soit française ou portugaise, je vais privilégier d'avoir un très bon rapport avec eux. Et donc, là, sur ce pull-là, j'ai découvert une toute petite entreprise familiale. C'est Bruno et ses 2 parents, ils sont 10. Et il y a une super histoire avec eux, de comment je les ai rencontrés, etc. Donc voilà, on va faire ce truc-là avec eux. Tu les as rencontrés comment, du coup? C'est quoi cette super histoire? Vas-y, raconte-nous. Je les ai rencontrés sur un salon où j'essayais de trouver, pas du tout... j'essayais de trouver d'autres choses, et puis finalement, il est venu me malpaguer, et finalement, on s'est pris d'amitié. Et je lui ai parlé du transport à la voile, il a trouvé ça génial. Et il travaillait pas encore pour le marché français, et donc, bref, on s'est hyper bien entendus.
Voilà, c'est juste une histoire de rencontre humaine, en fait. Et quand tu m'as montré, et c'était son père qui est venu me voir. Et finalement, après, j'ai découvert lui et sa mère qui travaillaient encore à la confection. Et donc, bref, j'ai adoré leur histoire. Donc, j'ai voulu travailler avec eux. Et donc, pour la partie Made in France au Portugal, c'est aussi une question de prix. Il y a des produits, on va pouvoir le faire. Par exemple, les pulls, où tu vas pouvoir mettre un prix qui est élevé, dire que c'est du Made in France, etc. Là, par exemple, on a fait une banane en polaire et on l'a faite à Roubaix. Je l'ai vu, ouais. Voilà. Elle est superbe. Elle est trop cool, elle est 100% upcyclée, elle est faite à Roubaix par un atelier qui s'appelle Atelier Agile, qui fait en plus de la réinsertion, donc c'est génial. Et puis, il y a des produits où je vais pas pouvoir surpricer par rapport au marché. Donc, par exemple, la polaire, si je veux la faire en France, il faut que je la mette à 400 €. Ouais. Ça commence à faire très cher. Ouais. Et donc, les gens, ils font pas passer ce cap-là. Donc, sur des produits comme ça, par exemple, je vais décider, là, comme je prends déjà une matière très chère de polaire, je peux pas tout faire, en fait. Je prends déjà la matière hyper chère, plus la matière qui est recyclée, plus tout qui est fait en local, les zips qui sont recyclés, etc. Et donc, du coup, je fais avec une usine qui s'appelle Pura Alternativa, qui est orientée sur l'outdoor et qui est orientée vraiment éco-responsabilité, qui s'appelle Autre Alternative. Ouais. Et avec eux, je vais faire hyper bien cette polaire. Et je continuerai à faire cette polaire avec eux. Ouais. Et par contre, il y a d'autres produits où je vais privilégier le Made in France parce que je peux avoir la marge nécessaire qui me permet de vivre. Bah oui, parce que moi, je trouve dans ton discours, alors j'ai plein de trucs à dire, mais 2 considérations. La première, c'est évidemment celle de la viabilité économique, l'impact versus l'économie. Non, c'est pas un combat des titans. C'est comment on peut faire de l'impact tout en étant viable. Et pour continuer sa mission et ne pas mettre demain la clé sous la porte. Donc, ça, c'est un vrai sujet. L'autre sujet, et je le trouve aussi vraiment, c'est un petit peu entre les lignes de ce que tu dis. Comment on peut rendre un produit raisonné mainstream et accessible aux autres? Et justement, ne pas en faire un produit de luxe. Comme, je sais pas, voiture électrique qui coûte plus de 50 000 €, qui est très, très difficilement accessible pour la grande majorité des consommateurs, des conducteurs. Tu vois. Donc, je trouve que c'est un super choix, ce que tu fais là, ce qui implique de faire d'autres choix industriels et commerciaux. Mais tu vois, je suis parti pour la grande référence dans le domaine de l'outdoor, du prêt-à-porter, et tu l'as dit, Patagonia. Moi, je suis un grand fanat de Patagonia. Pareil. Tu vois, la polaire, elle est à plus de 200 balles, elle est à 230 €. La tienne est à 185. Je suis allé regarder sur le site internet. Comment tu as décidé ce pricing? Tu t'es pas dit, tiens, il y a encore un petit delta là, 35 €. C'est quoi? Ouais, c'est ça, 35 €. 45 €, pardon. En fait, tu as raison. En termes d'entrepreneuriat, les marges, c'est clé. Aujourd'hui, la mode, c'est aux alentours, tu fais x6 le prix usine. x6. Mais nous, on est vraiment entre x2 et je dis x6, mais c'est du x10 et du x20. Souvent. Ouais, dans le luxe ou l'air pas luxe même. Mais même avec du x6, des marques qui font du x6 vont pas forcément se gaver, comme tu dis. Ils vont, parce que en fait, dans ton x6, après, t'as le marketing, le fait de payer les salaires, le fait de... Donc, in fine, la mode, c'est pas un univers qui rapporte beaucoup d'argent. D'accord. Par rapport à d'autres. Ouais. À part si tu es sur du luxe. Il faut beaucoup vendre. Donc t'as pas beaucoup de marge. Moi, j'ai pas beaucoup de marge. Mais donc, moi, la mode responsable, on est entre x2 et x3. Donc, par exemple, si je fais un produit Made in France, je vais faire x2, ce qui est pas assez pour vivre. Par contre, sur du Portugal, je peux faire du x2, x3, x3,5, ce qui est le minimum vital pour vivre et pas mettre la clé sous la porte. Et c'est encore un peu tendu. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de marques de mode qui ferment. Je peux te poser une question discrète? Oui. Tu te payes actuellement? Non. Ça fait 3 ans, je me paye pas. À partir de janvier, je vais me payer un SMIC. Ouais, normalement. Ouais, c'est un Inch'Allah. Très grand point, Inch'Allah. Touche du bois. La peau de sein. Normalement. On verra. Ouais. Mais en tout cas, c'est le plan, parce que ça fait 3 ans, et à partir de 3 ans, déjà de une, j'ai plus d'argent, donc il faut que je gagne ma vie. Et donc, et en plus, je travaille beaucoup. Donc, à un moment, si une entreprise peut pas te payer, et puis si une entreprise n'arrive pas à générer assez de marge pour te payer un salaire, c'est qu'elle est pas viable, quand même. Parce que tu mets du temps à être rentable pour une marque de mode, parce que c'est tellement concurrentiel que, en plus, avec tous les défis dont on a parlé de réhabituer le consommateur
à le consommateur, même la personne, juste à revoir son rapport aux vêtements. Mais ça prend du temps, tu vois. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Donc nous, on a la chance de croître, d'avoir des gens, d'avoir une sorte de communauté d'ambassadeurs, de gens qui sont hyper fans de Noé et qui, en gros, dès qu'on sort un produit, ils sont tout le temps à nous demander quand est-ce que tu sors un truc, est-ce que tu peux sortir un short, machin. Donc j'ai des gens qui sont vraiment engagés autour du projet, qui pas des gens que je connais, mais vraiment des gens qui sont touchés par la démarche et aussi tous nos produits, tous les avis, on est à 5 étoiles sur la qualité là. C'est même pas sur la démarche, c'est sur la qualité. Donc ça m'aide à me dire, on va dans la bonne direction. Ouais. Et pour revenir sur la question du prix, tu t'es pas dit, il faut pas aller au-delà ? Si. En gros, j'établis un prix psychologique. Patagonia, ils la mettent à 220, mais ils ont la notoriété et l'assise pour se permettre un prix comme ça. Quand on démarre en tant que marque, il faut faire ses preuves. Donc, j'ai eu tendance à rogner un petit peu les marges pour me dire, oui, mais il faut qu'on fasse nos preuves. Il faut qu'on montre aux gens qu'ils ont raison de nous faire confiance. Donc, c'est un pari risqué. Du coup, c'est plus dur d'être rentable, forcément. Surtout quand tu fais de l'éco-responsabilité, de la qualité et du local. Alors, local, Portugal, France, Italie. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est un vrai choix. Et pour être hyper transparente, je suis pas encore sûre que ce soit complètement 100% viable. Parce qu'il faudrait... Enfin, tu vois, souvent, je parle avec des gens du secteur qui me disent « Mais il faut que tu fasses du x5. Sinon, tu vas mourir. » Donc, c'est possible. Et là, uniquement, Noé, c'est possible grâce à la communauté parce qu'il y aurait une vraie fidélité. Ouais. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis aussi parce que les gens du secteur te disent qu'il faut faire x5. Mais les gens du secteur ne comprennent probablement pas que c'est un nouveau modèle, justement, qu'il faut inventer. Probablement pas un modèle où il ne faut pas gagner sa vie. On revient sur la viabilité économique, mais sur la manière dont on compose un prix, sur les efforts des fournisseurs, sur les efforts des consommateurs, sur tout un tas de composantes. Peut-être qu'il sera demain plus rentable de faire un x3 en y mettant, je ne sais pas, moins de marketing et plus d'engagement des consommateurs, plutôt que de faire un x5, un x6, un x8 en gagnant des clopinettes à la fin, parce qu'on aura tout épuisé ces budgets com. Oui. Ce qui coûte cher aussi, c'est les stocks. Et le fait de produire 30% de plus. 30%, ouais. Et du coup, nous, on fonctionne en précommande, en partie. Donc, ça nous permet de ne pas produire trop. Donc, on ne produit pas beaucoup. C'est pour ça que je te dis que la polaire, elle était ruptée. Je préfère avoir une polaire ruptée qu'avoir un stock pendant 2 ans que je n'arrive pas à écouler et derrière que je dois brader. Bah oui, bien sûr. Donc, ça permet aussi de réduire un petit peu les coûts. Et tu as parlé des frais de marketing. Et effectivement, nous, on n'en a pas beaucoup parce qu'on fait vraiment de l'organique, donc ça met beaucoup plus longtemps à se faire connaître. Mais du coup, on parle juste de nos engagements et de notre produit. C'est beaucoup de bouche à oreille aussi qui va marcher. Donc ça prend plus de temps, mais ça monte petit à petit. Et toute la mouvance des marques de mode responsables, aujourd'hui, il y en a pas mal. Hein. Et elles sont toutes, on est toutes un peu là-dedans et on a toutes des marges entre x2, x3, x3,5. Et on sait toutes que si on avait du x5 et qu'on délocalisait, même si tu vas, par exemple, en Bulgarie, tu vas gagner un peu mieux ta vie. Plus tu t'éloignes, plus tu vas gagner. Si tu vas en Turquie, si tu vas au Maghreb. Ouais. Et voilà. Et nous, on fait le choix de ne pas le faire pour garder la transparence, la proximité et pour garder vraiment la main sur la qualité. J'ai 3 questions, mais je vais essayer de te les sortir les unes après les autres. Shoot. Non, et en attendant, en vérité, tes réponses, comme ça, on ne perd pas trop les auditeurs. Tu parles de transparence et je trouve ça génial. Tu nous l'expliques, hein, tu nous as détaillé tes fournisseurs en Italie sur le fil, sur la provenance et la fabrication, l'assemblage des bonnets. Voilà, tu nous as donné des noms. Mais tu vois, quand on va sur le site internet, peut-être que je n'ai pas suffisamment regardé les réseaux sociaux, mais quand on va sur le site internet, tu nous dis c'est de la prod locale, Portugal, France, mais tu vas pas beaucoup plus loin, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce que s'il y a une réflexion sur la manière dont tu vas justement livrer beaucoup plus facilement ces informations-là pour que ce soit à la fois en fait gage de confiance et que ça convertisse encore davantage de clients
ou de consommateurs, de gens qui se disent « Ah oui, ok, c'est bon, moi j'ai mon information, c'est pas du bullshit, je sais que c'est ça. En plus, ça valorise les producteurs locaux. C'est pas un travail solo, on sait qu'elle est bien accompagnée. » C'est étonnant que tu me dises ça parce que je pense qu'on nomme les fournisseurs. Ah bon? Ou ça, Mais j'ai du pas coup, vu. peut-être pas assez. Ouais. Il faudrait que je vérifie, mais normalement, dans les fiches produits. D'accord. En gros, tu as le début de la fiche produit Ouais. et tout en dessous, tu scrolls et tu vas voir la filature, Ouais. etc. Moi, je suis parti sur à propos, mission, Ah oui. etc. Et là, c'est plus etc. généraliste. Et Parce là, que c'est c'est plus vraiment par généraliste, produit, ouais. en fait, que tu vas avoir Ouais. Ouais, le mais c'est une détail. démarche globale, Noé. Tout à fait. Bah, écoute, je prends note de ton point. En tout Ouais. cas, moi, On en discutera en justement, off. j'en parle. Justement, la transparence, c'est clé pour montrer l'envers du décor Ouais. et aussi pour réhumaniser l'industrie. Donc, du coup, moi, j'ai aucun problème à donner le nom de mes fournisseurs Bah ouais. et où ils font quoi. Hmm. Donc voilà, je le fais assez naturellement. Ouais. Donc c'est toujours un peu le nerf de la guerre parce que les fournisseurs, c'est ce qui prend le max de temps. Et puis du coup, quand tu donnes l'info, bah, t'as peut-être T'es donné dégoûté l'info parce de que 6 au mois de concurrent. boulot, quoi, Ouais. aux Bah oui. concurrents. Donc Bah, c'est on sait toujours un ça. truc. Mais en même temps, bah, ça fait partie de la démarche. Et moi, je suis convaincue que, entre guillemets, notre combat, il n'est pas entre marques responsables. On est d'accord. Il est avec l'industrie au global et nous qui essayons de façonner une autre industrie. Parce que, à la rigueur, Donc si on va toi, t'as fait s'entraider, en 6 fait. mois... Mais oui, c'est ça. Si t'as passé 6 mois, on sait, c'est frustrant, c'est dur, c'est difficile, c'est ce qui va faire ta valeur ajoutée. Mais si tu donnes l'info à une autre marque qui ira plus vite, pareil, toujours les questions concurrentielles, parce que s'il y a une autre marque outdoor qui va vendre une autre polaire et qu'on est dans la même démarche de ne pas multiplier le nombre d'achats, il va faire un choix entre ta polaire et sa polaire. Tu seras un petit peu dégoûté. C'est le jeu. C'est le jeu, mais probablement parce qu'il y a d'autres considérations, notamment, tu l'as dit, sur le style, le design, le confort, l'usage. Oui, je crois qu'on a chacun nos... Il y a tellement de marques, on a chacun nos spécificités et celle qui va te plaire à toi, elle va pas plaire Ouais. plaire à Violette, par exemple. Ouais. Et donc, chacun choisit aussi dans son univers de marque ce qui lui parle le plus. L'important, c'est... Je pense que vraiment, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entraide entre les marques de mode responsables. D'accord. On parle tous, enfin moi je parle toujours des uns et des autres, de ceux qui font bien, etc. Parce que c'est ensemble qu'on va faire porter le message plus loin. Bien sûr. Et je pense que tout le monde a à petit peu près en tête les campagnes de communication d'Asphalt. Je ne sais pas si tu... Oui. Bien sûr. Il parle beaucoup de mode responsable, il Mhm. parle beaucoup justement des matières premières, de l'assemblage. Est-ce que ça, c'est un peu de la communication aussi presque gratuite pour toi? Parce qu'il y a de l'acculturation, il y a de l'éducation des consommateurs sur le choix des vêtements. Ils ont, ok, d'accord, je suis convaincu, il faut quand même plutôt des vêtements qui soient raisonnés, éco-responsables, etc. Bon, Asphalt, c'est pas trop mon dada parce que j'aime pas justement le style ou l'ADN, ou peut-être même parce que je vois beaucoup trop de publicité alors que je suis déjà convaincu et j'en ai marre de... Qu'on me pousse. Ouais, qu'on me pousse. Donc je vais aller regarder ailleurs, ce qui se fait ailleurs. Et là, on tombe sur Noé ou sur Later. Hein. Il y a aussi une Oui. marque, pour citer, moi, que Bretonne. j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, ils avaient un magasin éphémère d'ailleurs à Rennes. On est dans le même dernièrement. réseau qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Et qu'est-ce que vous y faites? Eh ben, on réunit et on essaye de parler des initiatives responsables. Et il y a une antenne hyper dynamique en Bretagne. Ouais, Du coup, on se fait des petits déj en visio. ouais, trop. Des C'est petits déj sympa. en visio? Ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Et ça met en avant des initiatives. Et donc, je les ai rencontrés later. Ils ont commencé un peu avant moi, mais voilà, on a les mêmes ambitions, les mêmes enjeux, Ouais. les mêmes missions. De relocaliser. Je suis allée dans une usine la semaine dernière en Bretagne, qui s'appelle Brocéliande de Confection, pour voir si on pouvait faire une polaire avec eux. Et vraiment, quel prix sur une autre polaire que notre grosse polaire. Ouais. Et du coup, on en a parlé de later parce qu'ils avaient fait un short avec D'accord. qui était 100% recyclé, etc. Donc, ouais. Later, tu vois, par exemple, tu vas aller chez eux parce que tu as envie d'une trop belle surchemise et que tu adores c'est leur ça. look. Et puis Ouais. voilà. Et, Absolument. ils ont des pièces hyper intéressantes et ils sont cool, tu vois. Ils ont un ADN cool. Donc, je pense que tu iras chez Noé pour autre chose. Que tu vois, on se fait pas... Oui, on se fait de la... Non, on se fait pas la guerre. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'agrandir le petit gâteau de la mode responsable pour qu'ils prennent le pas sur le reste. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois exactement ce que tu veux dire parce que tu anticipes ma question. Parce que c'est pas un discours de décroissant que je vais dire là.
Néanmoins, je trouve que probablement que la meilleure façon aujourd'hui de limiter notre impact, et notamment dans le domaine de l'industrie, c'est pas de produire plus, c'est de produire différemment. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de marques de fast fashion ou même de marques non responsables qui produisent des vêtements, qui vont... je prends par exemple Lacoste. Tu vois, même s'ils sont quand même plutôt engagés, mais pas suffisamment engagés pour faire les choses comme on aimerait qu'elles soient faites. Mais est-ce que le mieux encore, c'est pas de changer les acteurs de l'industrie de l'intérieur? Explique-moi un peu cette démarche. Est-ce que tu t'es rendu compte que à Lacoste, c'était pas possible, que c'était trop gros, que c'était trop lent, que je suis pas actionnaire, que j'ai pas de pouvoir de décision, versus l'autre choix que tu as fait, c'est de dire je vais créer probablement une marque éco-responsable qui correspondra à un modèle que j'estime comme étant plus vertueux. Et est-ce que la finalité de cela, c'est de remplacer ceux qui font mal, ou est-ce que c'est justement, comme tu le dis, de manger davantage leur part pour que ces modèles progressent et de ne pas les mettre complètement en fait sur le banc? Est-ce que parce que vous allez progresser progressivement, au final, ces entreprises qui ne se mettront pas à la page et qui n'adopteront pas les bonnes pratiques et pas la bonne mentalité et qui ne seront pas raisonnées, éco-responsables, etc., au final, disparaîtront tout à fait naturellement. C'est quoi ton parti pris sur... On connaît le résultat du parti pris parce que tu as créé Noé. Mais est-ce que tu as eu cette démarche-là? Est-ce que tu t'es interrogé sur tout ça? J'ai eu exactement cette démarche-là. Je me suis dit, Lacoste étant gros, j'aurais plus d'impact à faire bouger un gros que faire bouger un petit. Voilà. Que partir de zéro. Et donc, j'ai commencé chez Lacoste à faire de l'intrapreneuriat. Donc, j'ai monté un projet pour essayer enfin, ils en parlaient déjà, d'éco-responsabilité, mais vraiment qu'on l'intègre à toutes nos collections. Et d'ailleurs, c'était validé et on a commencé à travailler dessus. Moi, j'ai eu, parcours de vie, rien à voir, mais j'étais à vélo à Paris, je me suis fait renverser par un camion. Ah ouais? J'ai passé 6 mois à l'hôpital, enfin 2 mois à l'hôpital, plusieurs opérations, chaise roulante, etc. Et il t'a roulé dessus? Il m'a roulé sur la jambe. Voilà. Ok. Petit délire. Je vous recommande pas, c'est assez douloureux. Le vélo tue. Non, c'est même pas marrant, plutôt le camion tue. Ouais. Et donc finalement, moi à ce moment-là, quand je suis revenue, c'était dépriorisé mon projet. Et donc je me suis dit, ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, comme c'est très difficile de faire bouger un gros, je vais essayer d'inspirer et de faire un petit, mais qui inspire. Et qui inspire un autre mouvement. Et donc, c'est ça, moi, je veux faire partie des marques qui façonnent l'écosystème de demain et qui vont faire bouger l'intégralité de l'industrie, parce que c'est pas Noé qui va faire une différence. C'est effectivement les gros du secteur qui, en bougeant, eux, vont faire une différence au fur et à mesure sur les volumes. Donc, tu crois que Noé, en fait, va mettre son grain de sel et forcera l'écosystème? Oui, je pense que l'intégralité des marques, on est en train d'écrire une autre mode. Et ça, tout le monde le voit. Enfin, je veux dire, c'est évident que tout le monde le voit. Donc, ça prend du temps. Mais c'est plus facile, nous, de commencer à zéro et de faire les choses bien que quand tu as une marge qui est calculée sur du x10 et que d'un coup, tu dois faire du x3, tu vois. Forcément, ça implique un autre business model, ça implique de tout revoir. Donc, c'est un gros mastodonte à faire bouger. Mais par contre, c'est vrai que il est nécessaire. Là, aujourd'hui, on ne prend pas la mesure du problème. En 2050, les émissions d'après l'ADEME, les émissions de CO2 liées à la mode, ça va être presque un quart des émissions émises mondialement. Ouais. En 2050, on en a combien, là, tellement, en fait, je crois. Alors, je vais dire une bêtise, mais pour moi, on est entre 8 et 10%. Mais donc, c'est tellement en train d'exploser. On a vraiment 2 mouvements qui sont en contradiction. On a un mouvement du low-cost qui progresse. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis un mouvement vraiment de la slow fashion, qui est genre toujours moins, plus local. Et donc, tu as vraiment 2 mouvements qui s'opposent et qui sont en friction. Donc, pour l'instant, malheureusement, c'est le low-cost avec leurs moyens qui gagne. Parce ils font toujours plus et ils ont beaucoup de moyens de communication. Mais petit à petit, nous, c'est sûr que le marché de l'éco-responsable, t'en parlais il y a 10 ans, il n'y avait rien, mais c'est comme le bio en France. Il n'y avait rien dans l'alimentation bio il y a 10 ans. Enfin, il y avait très peu. C'était pour c'était pour des early adopters, comme on appelle. Et maintenant, ça s'est généralisé et t'as plus de biocoop, t'as plus de gens qui vont acheter du local, qui vont faire attention à acheter du biologique. Donc, en fait, ça prend du temps, mais les gens, ils sont en train de se mettre, tu vois.
Alors, est-ce qu'il y avait vraiment rien ou est-ce que aujourd'hui on se rend tellement compte de l'urgence climatique et de l'urgence de transformer les modèles, on en a déjà parlé, on les rend donc plus accessibles, plus à la portée du plus grand nombre. Parce que si on prend dans l'industrie textile le luxe, c'est de la production purement locale. Alors, je ne sais pas quels sont les engagements en termes de décarbonation il y a 10 ans d'un LVMH, d'un Céline ou d'un Chanel. Mais je pense qu'il y a encore 10 ou 15 ans, même à Patagonia, il y a encore des années, on sait très bien qu'ils étaient engagés. Mais acheter une doudoune à 400 balles, c'est vrai que pour la plupart des gens, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire passer cette doudoune avec les mêmes considérations de fabrication et de distribution et de commercialisation à 200 ou moins de 200. Ou c'est soit faire prendre conscience aux consommateurs que les 400 balles qu'ils mettront, ce seront les meilleures 400 balles pour une doudoune qu'ils auront fait. Mais est-ce qu'ils se diront pas, oui, mais en fait, moi, des doudounes, je peux en avoir pour 50 €, je vais en avoir beaucoup plus. Je vais en avoir, je sais pas, 8, et puis j'en aurai une verte, une bleue, une violette, et puis en fait, moi, je serais trop content, même si je me fous si les oies ont été tuées pour qu'on prenne leurs plumes et leur duvet. T'en parlais aussi, en fait, avec Lacoste, avec ses engagements, ses propres engagements. Parce que ça a été vendu il n'y a pas très longtemps, Lacoste. Les propriétaires, je me souviens plus de leur nom, mais ils ont repris une marque qui s'appelle Fusalp, qui est aussi une marque relativement connue française, très belle marque, haut de gamme, qui ont aussi des engagements éco-responsables assez élevés en termes de prod et de distrib. Là, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es pas demandé si tu ne voulais pas reprendre une marque pour ne pas partir de rien, pour pas partir de zéro et transformer ce qu'ils font pour ne pas, encore une fois, et je reviens à ce sujet-là, en fait, réajouter à la prod actuelle? Non, je me suis pas posé la question comme ça. Je pense que j'avais vraiment envie. Bon, après, ça, c'est personnel comme chemin. Mais moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose et d'aller jusqu'au bout de la chaîne, de voir. Tu vois, j'aimerais, si Noé réussit et qu'on a les moyens, tirer le fil jusqu'au bout du bout et qu'on dise, bah voilà, on a réduit de 70%. On a fait peut-être 50% en France, 50% au Portugal. On a transporté 50% de nos vols, ce qui a été fait au Portugal à la voile. Enfin, tu vois, j'aimerais tirer le trait pour le max pour dire, genre, voilà, en faisant tous ces efforts, en conjuguant tout ça, où est-ce qu'on atterrit? Et donc, ce modèle, il peut être dupliqué. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais en tout cas, si déjà vous faites telle étape ou telle étape, on va pouvoir réduire. Non, je ne me suis pas posé la question de reprendre une entreprise existante déjà étape, aussi parce que j'aurais pas eu les moyens, je pense. Ah oui. Pour acheter un petit Lacoste, je pense que ça coûte un peu cher. Peut-être pas cette dimension-là, mais... Moi, j'ai commencé avec 30 000 € en faisant un emprunt, tu vois. Donc, je pense que c'est pas la même chose d'acheter une entreprise, tu vois, comme une entreprise qui fait déjà 5 millions, 10 millions, ou 50 millions de chiffre d'affaires. Tu es parti voir un banquier, tu lui as dit, voilà mon projet, j'ai besoin de temps. Et il a dit oui. La prod, il a dit c'est trop bien. Vas-y. Ouais. Comme quoi, les banques servent encore à animer le tissu économique. Bah oui, c'est vrai qu'en Bretagne, on a un bon environnement. Parce qu'il y a des aides à l'entrepreneuriat, il y a un bon accompagnement. Je suis accompagnée par Réseau Entreprendre, qui est un réseau national. Et je suis donc Réseau Entreprendre Morbihan. Je suis dans le Morbihan. Et je suis accompagnée par un duo de mentors qui t'accompagnent pendant 2 ans. Et là, moi, je leur ai dit, les gars, j'ai besoin d'aide sur la partie de développement commercial. Je sais pas trop faire en vrai. Et du coup, ils m'accompagnent pendant 2 ans pour justement réussir à faire que Noé soit pérennisé et rentable. Et d'ailleurs, on va essayer Avant, je faisais que du e-commerce. Et après avoir discuté avec pas mal de gens, je me rends compte, parce que aussi, à cause des marges, justement, parce que aller dans une boutique, bah, du coup, le commerçant, pour être rentable, lui, il a besoin de prendre le prix, par exemple, public. Et il va diviser par 2,5 environ. Et donc, c'est à diviser par 2,5 du prix public qui va te l'acheter. Et donc, pour moi, les boutiques, c'était intentable avec une marge comme la mienne. Et en fait, là, je suis en train de voir justement comment est-ce qu'on est malin pour essayer d'aller en boutique, parce qu'en fait, c'est dommage. La qualité de Instagram, c'est un moyen de communication, mais du coup, c'est très difficile de se faire connaître
il y a plein de gens potentiellement qui seraient hyper intéressés par Noé, qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, la boutique, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça permet aux gens de toucher la qualité des matières. Et par Internet, c'est difficile de se rendre compte de la qualité de la matière. Clairement. Et donc, voilà. Donc, du coup, par exemple, c'est ça qu'on va mettre en place là sur les prochains mois, c'est d'essayer d'intégrer les boutiques, d'essayer aussi d'aller voir les entreprises. Et je suis en train de faire une polaire Made in France parce que j'ai eu plein de demandes d'entreprises qui voulaient faire du cadeau à leurs salariés, genre Radio France, qui m'a demandé 30 polaires. Ah ouais? Ouais. Et qui adore le concept, l'histoire, et qui avait envie de 30 polaires donc c'était l'année dernière. Et j'ai pas pu, tu vois, répondre à la demande parce qu'on était en précommande, etc. Et donc là, je suis en train de réaliser une polaire et d'aller voir. Et ce que je vais faire, c'est d'aller voir les entreprises aussi pour leur dire, le truc que vous achetez, qui est normalement dans les grossistes fait en Chine, quand vous achetez du t-shirt, du sweat, la polaire sans manches pour les gens qui travaillent dehors et tout, est-ce que vous pourriez envisager de passer sur du local et de passer sur du recyclé et d'avoir un produit qui a un bien meilleur impact? Et en fait, oui. Il y a déjà des gens, par exemple, je ne sais pas si tu connais Lorient, les restaurants de Lorient, mais il y a un restaurant qui est très bon, qui est un gastro qui s'appelle Le Clos Margot. Et en fait, si tu vas demain, tu les verras habillés en Noé, tu vois. Ah ouais. Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui me contactent régulièrement, genre... les bottes d'Anémone, c'est une marque c'est pas une marque, c'est des fleurs locales. Il y a le même problème, en fait, dans l'industrie de la mode que partout. Hein. Ouais. Les fleurs, elles viennent en avion, dans des avions réfrigérés pour que tu aies des roses toute l'année, etc. Voilà. Ça a un impact. Et donc, quand tu sens ta fleur, en fait, tu sens... le kérosène. Le kérosène, et pas que ça. En fait, il y a plein, du coup, il y a plein de petits... j'aurais pas les bons termes, mais il y a plein de choses qui sont faites pour conserver les fleurs. Ouais. Et voilà. Et donc, les bottes d'Anémone, pareil, elles me demandaient des polaires pour ses salariés, parce qu'ils travaillent souvent dehors, etc. Donc, en fait, il y a quand même une mouvance générale. C'est plus dur, peut-être, de faire bouger les clients. Parce que eux, tu vois, tu fais attention à ton budget. Donc, c'est dur de passer d'un achat de t-shirt de 10 à 50, tu vois, euros. C'est clair. Mais une fois que tu as fait le prix et que tu dis, mais en fait, l'année dernière, à l'usage, mon t-shirt, je l'ai mis presque toutes les semaines. Et en fait, il n'a pas bougé. Alors que l'autre t-shirt, là, le col, il s'est déformé. Il est à moitié transparent. Je l'aime pas trop. Enfin, tu vois, c'est un peu revoir ça. Et donc, du coup, il y a une mouvance qui est en train de s'inscrire. Moi, je le vois dans les entreprises et chez les gens. Et du coup, faut pas lâcher. En fait, c'est ça, il faut pas lâcher. Tu parlais de ton appétence ou ta difficulté commerciale. Développer commercialement un peu tout ça, parce que ton kiff, il est ailleurs, mais il faut quand même vendre. Et alors, tu as adopté en tout cas, tu cherches actuellement, je crois, ton DG. Oui. Et donc, à t'associer à quelqu'un, parce que tu dis... En fait, je suis pas très forte là-dessus et j'ai peut-être d'ailleurs pas envie d'être méga forte là-dessus. Je sais pas, mais en tout cas, pour avancer, pour aller plus vite, il faudrait peut-être que j'ai quelqu'un. C'est quoi Oui, je suis convaincue qu'on va plus vite à plusieurs. Ouais. Moi, j'ai fondé Noé il y a 3 ans seule. Et du coup, c'est vrai que, en fait, on n'est pas fort dans tout. Moi, je suis très forte à développer un produit, un bon produit, à développer une image de marque. Donc aujourd'hui, on a de la chance. J'ai souvent des gens qui me disent, j'adore les photos de Noé, l'image de Noé, c'est premium et tout. Avec des bouts de ficelle, on est arrivé à faire un truc chouette. Ouais. Donc ça, c'est cool. Les produits, pareil, les 5 étoiles, je le répète, mais moi, je suis hyper fière des 5 étoiles sur nos produits. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est validé. Par contre, là où j'ai des difficultés, c'est la partie comment tu acquiers des clients sur Internet. Comment tu génères des leads, comment tu regardes tous les indicateurs SEO, SEA, tous les indicateurs de conversion du site web. C'est vrai que c'est une partie qui est plus technique, qui me parle moins. Et aussi, je suis tellement prise déjà par la communication, le développement produit, l'image, que tu as 24 heures dans une journée. Donc parfois, c'est difficile de tout faire. Ouais. Et derrière, aussi pareil, pour toute cette approche en magasin, moi, c'est vrai que je pense que dans un magasin, je peux avoir tendance à être un peu timide, donc c'est difficile pour moi cet exercice-là. Après, tu incarnes la marque aussi. Oui.
Donc voilà, donc je cherche quelqu'un. Voilà, si vous êtes intéressé. L'annonce est passée. L'annonce est passée. Je cherche un DG en charge de la croissance avec qui on va travailler à deux, donc qui serait associé à l'entreprise et avec qui on va en faire le prochain Patagonia breton. Voilà. Donc, le défi est élevé. Hein. Donc vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Mon nom c'est Anne-Laure Sylvestre avec un I. Voilà. Ah ouais, alors tu sais, c'est marrant, je sais pas, tout le monde met un Y à Sylvestre. Oui, tout le monde. Tu n'es pas le premier, ce sera pas le dernier. Et ce profil, tu le recherches plutôt retailer, non? C'est quoi? Non, quelqu'un qui a un peu multitâche, couteau suisse et surtout qui a envie. Voilà. J'ai écouté Je pense qu'on peut tout apprendre. Ouais, on peut tout apprendre, c'est clair. Après, je pense que si vraiment tu veux un effet levier, il faut tout de même une personne qui passe pas sa vie à apprendre quand même. Tu vois, parce qu'il faut passer... maintenant, ça fait 3 ans que tu es là-dessus. Tu as un stade à passer. On l'a dit, hein, je pense que, et tout le monde le dit, le secret de l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. Alors, jusqu'à quel point on persévère et ça ne se transforme pas en acharnement? Moi, je dis qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut y aller. Après, il y a évidemment toujours des considérations matérielles. Si on n'a plus notre actionnaire principal qui est Pôle emploi, ça peut-être plus compliqué de continuer, mais quels sont les ressorts qui nous permettent de réussir? Le ressort qui nous permet de réussir, c'est quand même le temps. Donc, il faut y aller et il y a toujours un déclencheur qui nous permettra d'y arriver. Il y a un type, Greg Popovich, qui est l'entraîneur des San Antonio Spurs et qui a à ses joueurs, prenez l'image du rocher à briser, pounding the rocks. Et donc, tu prends un burin et un marteau et tu tapes, et tu tapes, et tu tapes, et tu tapes, et puis il se passe rien. Il se passe rien jusqu'au 1000e coup. Et là, le rocher va se fendre. Mais le rocher ne se sera pas fendu parce que tu auras tapé le 1000e coup, mais parce que tu auras tapé 1000 coups. J'adore ton image, je la connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'on se dit, ça peut être difficile de persévérer, mais si on s'arrête au 999e coup, on ne saura jamais que le 1000e nous aurait permis d'atteindre le succès. En tout cas, à tous les entrepreneurs que je croise et à ceux que je ne connais pas, le seul truc que j'ai envie de dire est en illustration, tu en seras l'illustration parfaite, c'est celle de poursuivre et d'essayer de tout mettre en œuvre pour réussir. Et c'est vrai que le recrutement de CDG, c'est quand même superbe. C'est super difficile parce qu'il faut lâcher du lest. Il faut quand même laisser une part aussi de son entreprise à quelqu'un d'autre, mais qui sera un levier extraordinaire pour sa croissance. Oui, tout à fait. Je crois que c'est mon enseignement des 3 ans. C'est qu'il faut persévérer, mais tu vois, il y a des hauts, des bas, des moments où tu te dis, mais là, c'est pas possible, là, j'en peux plus et tout. Et en fait, tant que tu lâches pas, alors faut pas que ce soit au détriment de ta santé, bien sûr. Faut faire toujours d'ailleurs attention à cet équilibre parce que en tant qu'entrepreneur et solopreneur, tu peux vite, je pense que t'as plein de gens qui font des burn-out tellement tu taffes, en vrai. Mais du coup, faut faire attention à ça. Pour moi, faut toujours persévérer, essayer de sortir du moment présent de la difficulté et d'essayer de prendre du recul. Toujours prendre du recul. T'en es où? T'as fait quoi de bien? Célébrer tes succès. Ah bah là, en fait, t'as fait un super podcast. Trop bien. Bravo. Peut-être que t'as pas décroché tel ou tel contrat. C'est pas grave. Tu vois, là, j'ai eu un appel d'offres d'un groupe pharmaceutique qui m'a demandé pour 500 polaires made in France. Ça aurait été dingue pour Noé. Bon, je l'ai pas eu. Voilà. Ouais. Je l'ai pas eu. Tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Je pense savoir pourquoi ils ont privilégié une entreprise lyonnaise qui était dans leur coin. Voilà, fair enough. OK. D'accord. Okay. Bon, mais ça m'a carrément mis sur la voie il y a une vraie demande là-dessus auquel je réponds pas. Et en fait, c'est peut-être ça qui va pérenniser aussi la rentrée d'argent de Noé, parce que c'est vrai que le B2C, c'est difficile, ça prend du temps. Ouais. Qu'en fait, les entreprises, elles ont plus de moyens pour aussi faire partie de cette mouvance-là. Et donc ça m'est mis le pied à l'étrier, en fait. Donc même dans les échecs, dans tous tes échecs ou dans toutes tes réussites, tu as beaucoup d'apprentissage et aussi de passerelles pour la suite, quoi. Ouais. Donc moi, je vais pas m'acharner. Enfin, tu vois, si dans encore 3 ans, on n'est pas rentable,
Non, oui, il y a un moment, tu vois, faut stopper. C'est-à-dire Ouais. que t'as pas trouvé ton business model, t'as pas assez de clients. Voilà, fine. Mais j'aurais appris tellement de choses. Je pense qu'en 3 ans, j'ai vraiment appris l'équivalent de 15 ans de vie professionnelle. Enfin, vraiment, Ouais. genre, j'ai une espèce de panel de compétences et aussi, je sais pas comment on dit, mais une résilience Ouais. que j'aurais jamais eu autrement. Et là, tu vois, le soir, j'arrive à être disponible pour mes proches, pour ma famille. J'arrive à être là. J'arrive à être présente alors que on n'est pas encore rentable, que c'est hyper stressant. Quels sont les garde-fous ou quels sont sortes de tricks du quotidien que tu mets en place pour te préserver ta santé mentale, physique? Le sport. Ouais. Pour moi, c'est le sport. Moi, j'essaye de faire, d'être dans la nature, dehors, au moins 2 fois par semaine. Je fais de l'escalade, du yoga, du surf et du skate. Ouais. Donc, en fonction du vent, des vagues, du moment où je peux faire du sport, j'essaye de faire du sport. Et un autre truc, c'est vraiment de m'entourer. Moi, il y a eu un moment où j'ai failli arrêter tellement je me sentais seule et c'était dur. Et il y a quelqu'un dans mon entourage, enfin déjà tout mon entourage croyait tellement au projet que ça te porte quand même. Ouais, c'est clair. Et tous les gens en externe. Et du coup, c'est ça aussi c'est de savoir s'entourer de ressources clés que tu vas pouvoir appeler, qui vont t'aider. Donc moi, c'est ça que j'ai créé autour de Noé. Il y a un espèce d'écosystème. Donc je parlais de Laurence et Christophe de Duosphère qui sont chez Réseau Entreprendre. J'ai Anatole Rosan et Alexandra Lescure qui sont des associés qui ont mis, tu vois, pas beaucoup dans Noé, mais qui ont mis et qui m'accompagnent au quotidien. Ouais. J'ai un pôle de peut-être 6 personnes, tu vois, qui gravitent autour de moi, notamment du coup Mathieu Barbenet, qui est le repreneur de 727 Salesback, donc le cofondateur avec Nicolas. Et eux, ils hébergent Noé depuis le début de l'année de la rentrée, là, depuis septembre, gratuitement, hyper sympa, pour m'aider. On a un petit bureau chez eux et je gagne à la fois je gagne beaucoup en compétences avec eux et en confort, parce que j'ai un bureau et qu'avant, on travaillait soit chez moi, soit dans des cafés. Ouais. Et tu vois, ça, c'est pas possible, quoi. Et non, et c'est dur. Et donc là, tu vois, maintenant, il y a un endroit à Noé, quoi. Je suis en train de l'aménager petit à petit, mais c'est génial, tu vois. Donc voilà, je dirais que persévérance, entourage et sport, pour moi. C'est ça qui marche. Tu vois, le podcast est produit par Parole Publique, donc, qui est la boîte que j'ai créée. On a créé Noé et Parole Publique en réalité en même temps. Ouais. Ça, c'est quand même assez drôle. Énorme. Et parfois, je me dis que ma vie personnelle a pu ralentir le développement de Parole Publique, parce que je me suis toujours assigné une obligation, un cloisonnement du développement du business. Ma priorité, c'est d'abord ma famille, mon amoureuse. C'est d'abord ça ma priorité, tu vois. Et s'il y a une urgence, s'il y a quelque chose, à privilégier, ce sera d'abord ma famille, en vérité. Parce que la boîte, ça peut toujours attendre. Parce qu'une mission, ça peut toujours attendre. Parce qu'un problème. Parce que tu auras toujours des urgences tout le temps. Il y en a, c'est permanent. Mais au final, je me suis bien rendu compte que si aujourd'hui, je pouvais justement ralentir, prendre le temps de réfléchir à la vision, prendre le temps de développer commercialement sur des bases saines, prendre le temps de créer un podcast, c'était aussi grâce à ça. Grâce à une sorte de sérénité d'esprit. Parce que quand tu dois stopper, je sais pas, à 18-19 heures ou commencer à 9 heures, tu as aussi un temps infini pendant lequel tu peux juste mettre ton cerveau sur pause, passer du temps avec des gens qui vont réinitialiser et faire un reset de ton cerveau. Alors, certes, tu vas pas faire x3, x4 chaque année, tu vas pas déposer des appels d'offres, tu vas pas répondre à des missions, tu vas juste faire ce qui est raisonnable avec les ressources dont tu disposes, mais au bénéfice d'une qualité de vie, d'une stimulation intellectuelle et d'une meilleure santé, tu vois. Et c'est marrant, alors que j'ai une boîte, que j'ai maintenant un tout petit bébé, et franchement, je me suis jamais senti autant en forme. C'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. Moi aussi, en plus, tu vois, quand tu vas regarder sur ton lit de mort, le temps que tu as passé au travail, c'est déjà tellement énorme
Que, en fait, pour moi, il faut vraiment qu'on ait cette soupape-là. Et puis, en tant qu'entrepreneur, déjà au boulot, tu vas te mettre carrément la pression. Si tu n'as pas ce moment de calme avec tes proches, où tu penses à autre chose, où tu vas dehors, où tu fais d'autres choses. Franchement, la vie, elle sert à quoi? Bon, bah oui, t'auras levé. Peut-être que, oui, effectivement, t'as raison. Moi, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me disent, mais moi, je travaille le samedi et le dimanche tout le temps. Ouais. Et ben, je sais que Noé va plus lentement aussi parce que comme toi, j'ai fait le choix de continuer à faire du sport, de continuer à prendre mon vélo plutôt que ma voiture dès que je peux. Donc, de prendre plus de temps, tu vois. Et d'avoir cet équilibre-là. Mais pour moi, c'est ça qui fait que tu vis, en fait. Ouais, tu vis pas pour le taf. Enfin, en tout cas, moi, je vis pour ma mission. Je suis hyper contente de ce que je fais. Voilà, je suis hyper contente de ce que je fais pour Noé. J'essaye de contribuer comme je peux à faire bouger les choses d'un point de vue textile. Mais j'ai un temps de vie de, disons, 70-80 années sur Terre. Et ben, j'ai envie de le passer avec, avec mes proches, avoir des belles choses, etc. Ouais. Si t'as que le travail, c'est un peu dur. Mais moi, c'est vrai que mais c'est pas mon moteur. Moi, je suis pas motivée par le fait de faire une levée de fonds de 5 millions d'euros. Ouais. Je suis pas dans l'histoire French Tech, machin. Je vais pas le faire. Ouais. Et Noé pourrait aller beaucoup plus vite, tu vois. Ah, en tout cas, peut-être que tu le feras pas maintenant, mais peut-être. Faut pas cracher quand même sur. Non, je crache pas sur. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Disons, c'est pas. Je serais très contente si demain, après ce podcast, quelqu'un m'appelle et me dit, bah, t'as dit que tu voulais pas faire de levée. Si, je serais très contente d'avoir quelqu'un qui a envie d'investir dans Noé, qui croit et qui va m'aider à accélérer, mais pas au détriment des valeurs de Noé, de la mission, et pas au détriment aussi d'un certain équilibre de vie. Tu vois. Et qu'est-ce qui te drive quand tu te lèves le matin? Je pense que maintenant, c'est vraiment de faire du mieux que je peux, d'être contente de moi. Ouais. Parce que, tu vois, je pense que j'avais un peu, peut-être comme d'autres gens qui vont se reconnaître, le syndrome de l'imposteur. On en parle beaucoup, c'est vrai que... où tu te sens pas à la hauteur de ce que tu fais. Et en fait, quand tu as une grande mission, comme moi, celle de ce à quoi je veux contribuer, bah, ça peut être très vertigineux parce que c'est très gros de bouger une industrie de la mode. Enfin, voilà, c'est très gros. Ouais. Donc, parfois, j'ai des petites montées de stress. Mais en fait, moi, ce qui me vraiment, c'est de progresser, de faire toujours du mieux que je peux. Et après, d'un point de vue personnel, c'est plus de profiter de la vie. Ouais, c'est beau ça comme drive. Et toi? Ah, merci de me poser la question. Moi, ça a toujours été de me rendre utile, de me sentir utile, de passer une journée en me disant que ce que j'ai fait a été utile. De ne pas passer une journée en me disant « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» Bah rien, ok, d'accord. Le sentiment d'utilité est quelque chose qui est très prégnant chez moi. Parce qu'à quoi bon, en fait, être sur Terre, tu vois, si tu ne fais pas quelque chose qui apporte à la fois donc, à tes proches, à ce que tu fais au quotidien, et puis évidemment aussi à une sorte de contribution plus globale. Donc je pense que... ça marche, je pense. Ouais. En tout cas, moi, de ma petite expérience personnelle, merci beaucoup de m'avoir invitée parce que, comme on se le disait tout à l'heure en préambule du podcast, voilà, il y a des superstars, entre guillemets, de l'entrepreneuriat qui sont très, très connus. Et du coup, d'avoir l'occasion de parler de la construction de Noé et des valeurs avec toi, c'est une super opportunité et je t'en remercie. Merci d'avoir accepté. Ça sonne comme une petite conclusion. On va pas tarder à rendre le micro, mais j'avais une remarque et 2 questions. La première remarque, c'est merci d'avoir accepté déjà, parce qu'effectivement, le podcast existe à la fois pour illustrer le parcours de personnes qui se sont engagées et ont créé des nouveaux modèles et tendent à transformer le monde dans lequel on vit et transformer durablement et positivement le monde dans lequel on vit. Mais également de faire un focus sur celles et ceux qui tentent leur chance, qui ont une idée, qui osent. On ne sait pas encore très bien quel est le résultat et on ne le saura pas avant un bon moment, en réalité, mais il faut pouvoir aussi mettre en avant un peu ces parcours et ces initiatives. Donc, merci pour ça. Parce que, effectivement, il y a probablement plus de choses à raconter sur ce qui a été fait. Mais je pense que c'est aussi important de dire tout ce qu'il reste
tout ce qui reste à faire. Donc, mes 2 questions, c'est d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé évoquer? Et la seconde, tu l'as un peu évoqué, on en a parlé en off, c'est cette thématique de l'échec. C'est comment considères-tu l'échec et est-ce que tu as peur d'échouer avec Noé? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième, du coup, sur l'échec. Est-ce que j'ai peur d'échouer avec Noé? Je ne m'étais pas posé cette question. Oui. J'ai peur d'échouer avec Noé parce que j'ai pas envie de décevoir. Ah ouais, qui ça? Tout mon écosystème, tous les gens qui croient au projet, dont moi. Ouais. Et j'ai envie que ça marche parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on doit écrire pour la suite. Et donc, j'ai envie que ça marche. Voilà. Pour montrer que c'est possible. Et ensuite, désolée, je crois que j'ai un petit trou sur la première question. Oui, tu peux me le redire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais dire en plus? Ouais, et dont on n'a pas parlé. Moi, je dirais que, en fait, c'est plus une idée que j'avais avec un ami. Et on se disait, mais t'imagines si, en fait, par région, même par... en fait, t'avais plus de pub et que t'avais que un catalogue, genre La Redoute, mais de toutes les marques qui existent dans ta région et de tout ce qu'ils font. Et t'imagines si ça, c'était ça, on créerait vraiment des communautés de gens qui se disent « Ah moi, je vais choisir entre Later, Armor Luxe, Noé, etc. » parce que je suis en Bretagne. Enfin, tu vois, en fait, je trouverais ça... La pub et le poids financier de la communication dans le fait de se faire connaître en tant que marque est tellement énorme que ce serait génial, en fait, d'avoir cette démarche-là. Et en fait, je pense qu'il existe déjà grâce à Internet. Parce que tu as accès à tout ce qui existe dans ta région ou localement. Donc moi, mon message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment le fait de déconsommer et de consommer mieux. Aujourd'hui, en tant que personne, on a tous un énorme pouvoir. On a un énorme pouvoir de privilégier ta librairie versus un gros groupe versus Amazon. Tu as un énorme pouvoir de privilégier genre, un fermier du coin plutôt que d'aller chez... le casino ou n'importe quoi. Et en fait, on a tout ce pouvoir-là entre les mains. Et donc, demain, de faire des achats qui sont réfléchis, et vraiment, ça a un énorme impact sur nous, sur les petits commerçants, sur les gens qui essayent de faire bien. Donc, pensez, quand vous faites un achat, à ça. Moi, j'y pense en tant que personne, tout le temps. Du coup, par exemple, mes cadeaux de Noël, je vais acheter que des marques engagées, que des petits, parce que je sais que c'est de ça dont ils vivent. Alors que si j'achète chez Saranza, ça fait faire aucune différence pour eux. 0. Donc voilà, je ne dis pas qu'on doit passer du tout au tout, mais en tout cas de mettre de la conscience dans toute cette façon de consommer, c'est vraiment clé pour la suite. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup Fred. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.